On est deux parce qu'on a eu pas mal de coopération depuis 4 ou 5 ans sur les questions de nano, plus spécifiquement sur les questions de nanomatériaux. Alors, il en a donné quelques-unes. Emmanuel a aussi déposé des sujets dans lesquels il m'a incorporé. Bon. Donc on a une coopération qui en fait s'est basée sur la question des nanotubes de carbone. Moi je m'intéressais particulièrement au débat, aux controverses sur les questions de nanotechnologie, et puis l'opportunité m'a été donnée de faire un travail sur les conditions d'implantation d'un atelier de nanotubes de carbone pas très loin d'ici, à côté de Lac, à l'usine de Mont, très exactement, à côté du groupement de recherche de Lac. Et du coup, je me suis intéressé plus spécifiquement au problème des NTC. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Alors, je ne dis pas qu'on ne s'est plus quittés, mais parce qu'on travaille quand même essentiellement chacun de son côté. Mais on a aussi des coopérations. Par exemple, on a une doctorante en commun sur une bourse presse région sur la question de l'inventaire des nanosubstances. Et donc, on a développé ces coopérations parce qu'on a estimé que ça nous apportait beaucoup d'avoir ces coopérations à côté de notre travail plus spécifique. Alors, la présentation qu'on va faire va être structurée en 3 parties. Première partie, de quoi parle-t-on? On verra qu'on ne parle pas forcément de la même chose tout en parlant quand même de la même chose. La deuxième partie portera plutôt sur les enjeux des nanotechnologies. Alors, le terme ici, moi je l'utilise parce qu'il m'intéresse plus que celui de nanoparticules. On expliquera pourquoi dans la première partie. Et la troisième partie de l'exposé portera plus spécifiquement sur les questions de risque, c'est-à-dire en gros où en est-on sur ce qu'on sait sur les risques, à la fois d'un point de vue de type sciences humaines et sociales, à partir d'une expérience qu'on a faite sur un financement ANSES, ANSES, l'agence nationale dont parlait Yves tout à l'heure, et d'autres expériences qu'on a. Et Emmanuel, qui est spécialiste aussi de ces questions-là, donnera des éléments assez précis, sachant qu'on est aussi dans un groupe de travail commun, dans une agence d'expertise qui est l'ANSES, le groupe de travail sur les nanomatériaux. Donc voilà, la première chose dont je vais parler en fait, de quoi parle-t-on? Alors définition et tendance, moi je vais commencer par vous introduire un petit peu au monde des nanoparticules. Alors je pense que la plupart d'entre vous sont déjà plus ou moins familiers avec ça, mais je vais quand même repréciser certaines choses. Et puis après on parlera un petit peu des questions de définition sur lesquelles je pense Patrick reviendra un petit peu avec son angle de vue. Alors, pour commencer un petit peu, déjà, l'origine des nanoparticules qui nous entourent, il faut savoir que la plupart des nanoparticules qu'on a autour de nous sont des particules d'origine naturelle. Quand on commence à se poser la question de la toxicité des particules, on pense plutôt aux particules fabriquées par l'homme, mais finalement, ce n'est pas celles-là qui sont majoritairement autour de nous. Alors ces particules naturelles, quelles sont-elles? J'ai donné quelques exemples ici, les cendres volcaniques, les fumées de feux de forêt, tout ce qui est poussière liée à l'érosion naturelle, tout un tas de minéraux qui ont des dimensions de taille nanométrique, embruns océaniques, nuages, etc. Des bactéries qui fabriquent des nanoparticules magnétiques. Donc voilà, tout ça c'est les nanoparticules qu'on va rencontrer de façon naturelle. La deuxième partie, c'est les particules qui sont liées à l'activité humaine. Là, il y a 2 sous-catégories. Il y a les particules qui sont fabriquées de façon volontaire, en général c'est sur ça. C'est sur celle-là qu'on se focalise, parce que c'est celle-là qui nous intéresse pour des applications. Donc là, on va retrouver là-dedans les quantum dots, on va retrouver toutes les nanocarbones, on va dire, fullerène, graphène, nanotubes, et puis tout un tas de nanoparticules de métaux ou d'oxydes qui sont utilisés pour un certain nombre d'applications que je vais vous présenter très grossièrement sur la diapositive suivante. Donc de l'argent, de l'or, du oxyde de titane, oxyde de zinc, etc. Alors, les particules involontaires, maintenant liées à l'activité humaine, en fait, c'est tout ce qui concerne les produits de combustion essentiellement. Alors, on parle beaucoup des particules diesel, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui concerne les travaux industriels, alors le sablage, par exemple, les travaux miniers, l'usinage des métaux, la soudure, tout ça génère des quantités de nanoparticules très importantes. Alors, l'ensemble de ces nanoparticules, ça dépend évidemment de l'endroit où on se trouve, mais c'est une proportion infime, finalement, des nanoparticules qui nous entourent en règle générale. Alors, pour cette raison, même dans un endroit comme ici, cette salle de conférence, dans laquelle il n'y a pas d'activité industrielle qui génère des nanoparticules, il y a quand même un bruit de fond relativement important. Si on mesurait, on trouverait typiquement entre 5000 et 15 000 particules par centimètre cube dans l'air que nous respirons actuellement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les nanoparticules intentionnelles dont je parlais ici,
En réalité, quand on va utiliser des appareils de mesure pour essayer de compter la proportion de particules, eh bien, on ne va pas être capable de faire la différence entre une particule fabriquée de façon volontaire, un nanotube de carbone, une nanoparticule d'argent, et ces nanoparticules qui sont présentes dans l'atmosphère ambiante. Donc, du fait de ce bruit de fond important, il faut quand même générer une quantité de nanoparticules supplémentaires relativement importante pour être capable de commencer à mesurer quelque chose. Alors ça, c'est une difficulté pratique. Alors, quelques exemples ici de nanomatériaux ou de nanoproduits commercialisés, donc qui contiennent déjà des nanoparticules. Alors, un exemple parmi les plus évidents, les plus connus, c'est les cosmétiques, notamment les crèmes solaires. Donc, depuis un certain nombre d'années, on trouve maintenant dans le commerce, enfin c'est peut-être maintenant la majorité d'ailleurs, des crèmes solaires qui contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane. Le gros intérêt esthétique en fait de ces crèmes nanotechnologiques, alors il y en a deux, c'est pas uniquement esthétique, ça absorbe un peu mieux les ultraviolets, donc il y a quand même une meilleure efficacité. Mais d'un autre côté aussi, vous n'avez plus l'effet blanchiment qu'on avait sur les anciennes crèmes, donc c'est vrai qu'esthétiquement c'est quand même plus agréable. Alors on les retrouve dans des matériaux, matériaux composites en particulier. Là l'idée généralement c'est d'augmenter les propriétés mécaniques de ces matériaux. On les retrouve dans le domaine de l'électronique, alors un petit peu, c'est le cas des nanotubes de carbone, mais d'autres nanophiles de semi-conducteurs par exemple. On retrouve beaucoup de dioxyde de titane dans tout ce qui est surface auto-nettoyante. Donc les vitres qu'on n'a plus besoin de nettoyer, tout simplement parce que l'action des ultraviolets va générer des radicaux oxygénés qui vont dégrader la matière organique, et finalement la vitre se nettoie toute seule. Donc ça c'est le dioxyde de titane. Alors au niveau un peu plus médical, dans le domaine du médical, on va retrouver tout ce qui est les surfaces antimicrobiennes. Donc là c'est beaucoup de nanoparticules d'argent qu'on va retrouver dans ce type d'application. Le traitement de l'eau, et puis alors toujours les nanoparticules d'argent. Le dioxyde de titane aussi, pour les propriétés photocatalytiques que je mentionnais à l'instant. Un peu de nanotubes de carbone, et puis dans les applications médicales, de l'argent, des nanotubes, et puis encore d'autres particules. Donc vous voyez que ces nanoparticules, finalement, elles sont présentes déjà dans un certain nombre de produits qui sont commerciaux, et donc il est très probable que vous en ayez sur vous de façon volontaire. Ou alors vous ne saviez pas qu'il y avait des nanoparticules dedans. Alors, quelques ordres de grandeur, parce qu'on va parler un petit peu de définition, et puis sur la fin, on parlera un petit peu de toxicité, donc c'est important de mettre un peu en relation les grandeurs des différents objets dont on va parler. Alors là, j'ai fait un panorama très large, qui va de l'atome jusqu'aux cellules animales. Donc les dimensions des nanoparticules auxquelles on va s'intéresser, nanoparticules fabriquées par l'homme, et moi je suis spécialiste du carbone, donc je vais vous parler plutôt des nanoparticules carbonées, mais finalement beaucoup de choses en fait s'adaptent à la plupart des nanoparticules. Donc vous avez ici l'illustration avec les fullerenes. Donc le fullerène, c'est le C60, c'est le ballon de football, mais en atome de carbone. Un nanotube de carbone ici, un feuillet de graphène. Les dimensions de ces objets-là, alors pour au moins une de leurs grandeurs, c'est de l'ordre du nanomètre, voire un peu moins. Ici des quantum dots, qui sont beaucoup utilisés en imagerie médicale, c'est de l'ordre de 10-20 nanomètres. Alors là, j'ai montré un virus, c'est pas vraiment une particule biologique, enfin pas vivante en tout cas. Bon, ça fait des tailles de l'ordre de 20 à 400 nanomètres. Et après, on passe aux cellules, les bactéries, entre 0,5 microns et 10 microns, et les cellules animales qui peuvent être encore plus grosses que ça. Donc on voit tout de suite que, par rapport à l'échelle de la cellule, ces objets, ils ont tout à fait la place de pénétrer à l'intérieur de la cellule, de façon volontaire ou involontaire. En fait, il est tout à fait possible que ces objets se retrouvent à l'intérieur d'une cellule. Alors, en termes de définition, parce qu'à un moment ou à un autre, quand on parle de nanoparticules, nanomatériaux, etc., il faut bien donner une définition à tout ça, donner un cadre. Alors je vous ai donné ici deux exemples de définition, il y en a un paquet en fait, mais j'ai choisi celle-là comme exemple. Alors une définition qui a été donnée dans une norme ISO, en fait, alors elle est assez intéressante, vous allez voir pourquoi. Donc elle définit une nanoparticule ou particule ultra fine comme étant un nano-objet. Donc déjà on a 3 noms différents dans la même définition, je trouve ça assez intéressant. Et ensuite, on nous dit, alors là on en vient aux dimensions, dont les 3 dimensions sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire dont le diamètre moyen est inférieur à 100 nanomètres. Donc on a une barrière, entre guillemets, à 100 nanomètres qui apparaît, on ne sait pas trop d'où elle vient. Deuxième exemple de définition, là c'est le CNIR qui donne cette définition-là, elle est un petit peu différente, elle dit qu'une nanoparticule est une particule qui a au moins 2 dimensions de l'ordre de 100 nanomètres ou moins. Donc toujours cette notion de 100 nanomètres. Tout à l'heure il fallait les 3 dimensions inférieures à 100 nanomètres, là il n'y en a plus que 2. Et enfin, une proposition de définition européenne qui nous dit, alors là c'est la version extrêmement simplifiée parce que ça fait une page, mais cette définition elle nous dit qu'un nanomatériau, en gros, il doit avoir au moins une dimension entre 1 et 100 nanomètres. Donc toujours cette valeur à 100 nanomètres. Alors la première chose sur laquelle on va essayer de réfléchir, c'est d'où vient cette valeur de 100 nanomètres, si elle a une explication scientifique. Alors ce que j'ai représenté ici, c'est le pourcentage d'atomes ou de molécules de surface dans une particule, au fur et à mesure que l'on va diminuer son diamètre.
Donc pour un objet qui est macroscopique, je prends ce verre par exemple, on comprend bien que la proportion d'atomes qui est à la surface représente presque rien par rapport à la quantité d'atomes totale qui est présente dans l'objet. Donc cette proportion, elle tend vers 0. Au fur et à mesure que la particule va devenir de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'on arrive à un atome qui serait que surface, on comprend bien que cette proportion va augmenter. Et on voit en gros que le moment où ça décolle, c'est-à-dire en gros où la proportion de ce qui est à la surface par rapport à ce qui est à l'intérieur de l'objet, où ça commence à devenir important, c'est autour de 100 nanomètres. Alors bon, c'est une première explication possible sur pourquoi c'est 100 nanomètres. Alors la deuxième chose qui est un peu plus convaincante, là c'est des collègues qui se sont amusés en fait à regarder en fonction, pour différents types de nanoparticules, à partir de quelle dimension on commençait à avoir des effets nano. Alors un effet nano, c'est quoi? En gros, c'est simplement que le matériau, sous forme massive, il a un certain nombre de propriétés, et quand on va diminuer la taille, au bout d'un moment, ces propriétés vont plus être les mêmes. Donc en gros, ils ont regardé à partir de quand, pour différents types de matériaux, les auteurs qui ont travaillé sur ces sujets-là, sur ces particules-là, ont déclaré en gros que les propriétés optiques, électriques, mécaniques, que sais-je, ne sont plus les mêmes que celles du matériau massif quand il est à l'échelle macroscopique. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la plupart de ces effets nano, ils sont déclarés pour des tailles qui sont inférieures à 20-30 nanomètres. Quelques exemples à 80, mais c'est toujours en dessous de 100. Donc finalement, cette valeur de 100 nanomètres, elle n'est pas complètement idiote, on va dire. Enfin, elle sort un petit peu comme ça, mais elle a quand même un sens. Et en gros, c'est quand même en dessous de 100 nanomètres qu'on commence à avoir des propriétés qui vont être différentes de celles du matériau à l'échelle macroscopique. Et donc finalement, on pourrait dire quelque part que ça devient nano quand les propriétés, c'est une façon de voir les choses. On peut parler de nanoparticules aussi quand les propriétés ne sont plus celles du matériau massif correspondant. Alors, en termes de... Toujours pour continuer un peu sur ces histoires de définition, quand on parle de nanomatériaux, alors ça c'est quelque chose qui a été proposé en 2007, c'est assez ancien, mais c'est relativement intéressant quand même comme classification. Alors les auteurs qui ont proposé ça, en fait, définissent eux les nanoparticules comme ayant au moins une dimension inférieure à 100 nanomètres, donc on retombe sur la définition européenne. Voilà. Et ensuite, ils font en fait 9 catégories de nanomatériaux. Alors, vous allez voir que c'est relativement large, hein. Ça va des nanomatériaux massifs, donc là on va imaginer, alors je vais prendre l'exemple de nanoparticules d'argent par exemple. Donc on va prendre des nanoparticules d'argent, on va toutes les rassembler pour faire un matériau massif. Vous me direz ça ne sert pas à grand chose par rapport à un bloc d'argent normal, mais bon, ça illustre le propos. Donc dans ce cas de figure, soit vous avez alors que des nanoparticules d'argent et vous faites un matériau massif, on appellera ça un nanomatériau quand même, parce qu'il est composé de nanoparticules. Soit vous allez mélanger des nanoparticules d'argent avec des nanoparticules d'or par exemple, donc vous avez deux phases, mais vous faites quand même un matériau massif avec ça. Soit vous pouvez prendre un objet quelconque, cette table par exemple, et la recouvrir de nanomatériaux, de nanoparticules, simplement en surface. Donc là, vous avez différentes possibilités. Soit vous mettez un seul type de nanoparticules à la surface, soit vous en mettez deux, soit vous mettez des motifs, vous faites une surface plane, etc. Donc là, il définit comme ça différentes catégories de nanomatériaux en fonction de la façon dont la surface est traitée. La dernière chose, c'est quand vous avez les particules en elles-mêmes. Alors ces particules, soit elles sont simplement déposées à la surface d'un solide, le cas de cette table, mais au lieu d'avoir un film continu, vous faites juste un dépôt de particules individuelles. Soit vous avez des particules en suspension dans un liquide, ou dans un gel, dans une crème, ce serait le cas des crèmes solaires par exemple. Soit elles sont suspendues, alors suspendues entre guillemets dans un solide, ça sera un matériau composite. Soit vous avez un aérosol. Donc voilà en gros les 9 sous-catégories de nanomatériaux qui sont proposés. Donc vous voyez nanoparticules, nanomatériaux, voilà, les choses se mélangent un petit peu, et souvent cette confusion est un peu entretenue dans les différents articles, et puis je pense que Patrick reviendra peut-être un peu là-dessus aussi. Alors maintenant, je vais vous donner quelques illustrations en relation avec les nanotubes de carbone, qui sont le matériau que je connais le mieux, et on va voir un petit peu quelles sont les difficultés déjà de mesurer ces dimensions. Pour appliquer la définition, il faut être capable de dire si l'objet a toutes ces dimensions, ou au moins une inférieure à 100 nanomètres, donc ça veut dire qu'il faut être capable de faire une mesure. Alors je vous montre quelques exemples ici, toujours pour les nanotubes de carbone, avec des mesures faites avec différents outils, et qui vont donner en fait différentes informations. Donc les premières observations qu'on peut faire, les plus simples souvent, c'est au microscope électronique à balayage. Donc voilà ce qu'on observe si on regarde des nanotubes de carbone au microscope électronique à balayage. Alors, les espèces de filins que vous voyez ici, en fait, ce ne sont pas des nanotubes de carbone individuels, ce sont ce qu'on appelle des faisceaux de nanotubes, c'est-à-dire qu'ils vont se regrouper ensemble pour former une sorte de corde. Bon, ça, c'est une information que vous n'avez pas si vous regardez uniquement cette image. Deuxième problème avec la microscopie électronique à balayage, en fonction des conditions opératoires qu'on va utiliser, en fonction d'effets de charge en particulier,
Alors cette image est assez représentative. Là, vous avez des nanotubes de carbone individuels, cette fois, qui sont posés sur une surface, observés en microscopie électronique à balayage. Et en fait, à certains moments, ils touchent la surface, et à d'autres moments, ils décollent de la surface. Et en fonction qu'ils décollent de la surface ou qu'ils la touchent, vous voyez que le contraste s'inverse. Donc là, ils sont blancs, et là, ils sont à peine discernables. Alors, le problème de ça, c'est que si vous voulez faire une mesure de diamètre, par exemple, ça montre très bien que la microscopie électronique à balayage, ça ne fonctionne pas, parce que ce même nanotube, il n'a pas le même diamètre en fonction de l'endroit où je le mesure. C'est simplement un effet de l'outil. Donc, premier problème. Une deuxième technique qui est beaucoup utilisée pour mesurer les nanoparticules, en particulier pour mesurer leur hauteur, c'est la microscopie à force atomique. Alors, la microscopie à force atomique, vous avez un exemple ici avec des nanotubes de carbone, toujours. La barre d'échelle est à 2 microns, donc on voit des objets ici. Là, vous avez l'échelle de hauteur. Donc en fait, la microscopie à force atomique, elle va vous mesurer la hauteur. Donc si vous avez une sphère et que vous mesurez sa hauteur, vous avez son diamètre. Si vous avez un nanotube qui est posé et que vous mesurez la hauteur, vous avez le diamètre aussi. Mais vous pouvez aussi accéder à la longueur. Donc vous voyez la barre d'échelle, ici, on va de 0 à 12 nanomètres. Donc là, on a une information, en gros, on pourra avoir une information sur le diamètre du nanotube, sauf qu'à cette échelle-là, on ne grossit pas assez, on ne sait toujours pas si c'est un faisceau de nanotube ou si c'est un tube individuel. Donc là, on ne peut pas répondre à la question du nombre de parois, par exemple. Et le diamètre, on pourra le mesurer, mais on ne saura pas tellement plus. Avec la microscopie électronique à balayage, la question de la longueur se pose aussi. Quand vous avez un fouillis de nanotubes de carbone tel que celui-là, pour mesurer la longueur d'un objet là-dedans, ce n'est pas possible. Alors, un outil qui est très utilisé aussi, c'est la microscopie électronique à transmission. Là, on va regarder à beaucoup plus fort grandissement. Qu'est-ce qu'on voit cette fois? Alors là, on a beaucoup plus d'informations. On voit par exemple le nombre de parois. Donc les nanotubes de carbone, je ne l'ai pas mentionné, mais ils peuvent avoir une ou plusieurs parois. Quand ils en ont plusieurs, en général, elles sont concentriques, comme des poupées russes. Donc une information importante sur les nanotubes de carbone, c'est le nombre de parois. Donc ça, le microscopie à transmission vous le donne sans problème. On voit bien le tube interne, le tube externe. On peut mesurer le diamètre interne, le diamètre externe, le nombre de parois. On a beaucoup d'informations. Mais là, on n'aura aucune information sur la longueur. Toujours pareil, hein. C'est très entremêlé et on grossit beaucoup trop pour avoir une information complète. Donc ce que j'essaie de vous dire avec ça, en fait, c'est qu'il n'existe pas d'outil qui permet de répondre à toutes les questions en une seule caractérisation et qu'on va, dans tous les cas, être obligé de combiner un certain nombre de techniques expérimentales de manière à petit recoller les morceaux et essayer de récupérer les informations dont on a besoin. Donc ça, c'est un peu spécifique aux nanoparticules. Alors en termes de caractérisation, juste un exemple aussi qui concerne les mesures de taille. Donc la plupart du temps, pour les nanoparticules, on utilise une méthode optique qui s'appelle la diffusion dynamique de la lumière. Sans rentrer dans les détails, c'est une technique qui est bien adaptée pour des particules plutôt sphériques et de taille de quelques nanomètres à quelques dizaines, centaines de nanomètres. Voilà, c'est là que ça va bien fonctionner. Le problème, alors là je reviens un petit peu sur la définition européenne. Parmi la page de détails, j'ai omis volontairement certaines choses. Notamment une information qui concerne la distribution en taille de ces particules dans le nanomatériau pour qu'il soit considéré comme un nanomatériau. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on doit être capable de mesurer la distribution là-dedans et de dire, voilà, la plupart des particules, mettons 50% des particules en nombre font moins de 100 nanomètres et puis le reste fait autre chose. Ce que ne dit pas la définition européenne, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire la mesure. Alors ce que je vous explique, ce que je vous montre ici à titre d'illustration, en fait, c'est cette distribution en nombre de particules en fonction du diamètre. Et en fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on prend un nanomatériau, on le met dans de l'eau, donc c'est une mesure qui se fait en suspension dans un liquide. On va simplement donc rajouter de la poudre de nanomatériau dans de l'eau, on met ça dans l'appareil de mesure et on mesure. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le signal qui est ici, en bas, on voit rien en fait, parce que tout est tellement aggloméré que finalement, il n'y a pas de nanoparticules. Donc circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas un nanomatériau. Maintenant, on commence à agiter un petit peu, puis on agite de plus en plus, et plus on agite, plus on voit les nanoparticules sortir. Donc vous voyez bien qu'en fonction de la façon dont on va préparer l'échantillon, il sera nano ou il ne sera pas nano. Voilà. Donc ça, ce n'est pas une question de méthode expérimentale, enfin pas d'outil en tout cas, c'est une question de protocole, et ça, la définition européenne, elle n'en parle pas. Donc ça, c'est encore un autre problème. Alors voilà, moi j'ai terminé pour cette partie-là. Patrick, je te laisse la parole. Merci. Je vais prendre le micro. Il y a plusieurs différences entre une approche de type science telle que l'amène Emmanuel et une approche de type sciences humaines et sociales, mais de type sociologique plus spécifiquement telle que je le mène. Premièrement, il est debout, moi je reste assis. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxièmement, il a beaucoup de diapos, moi je dois en avoir 2, je crois, sur le total. Donc, j'ai une théorie qui consiste à dire que ce qu'on peut dire, c'est pas la peine de l'écrire sur une diapo. Donc je vais traiter plutôt de façon un peu littéraire, entre guillemets, comme disait un collègue physicien un jour, le sujet. Premier point de discussion, c'est quel est le bon point de départ?
Alors, le bon point de départ pour Emmanuel, c'est un nanoparticule. D'ailleurs, on en a un peu discuté quand on a préparé la présentation. Pour moi, ce n'est pas un bon point de départ. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas un concept sociologique. Une particule, ce n'est pas un concept sociologique. Si ce n'est pas un concept sociologique, ce n'est pas un point de départ pour faire un travail de type sociologique. Le concept sociologique qui me paraît le plus pertinent, c'est celui de risque, et pas celui de particules. Et du coup, alors qu'Emmanuel part des particules pour aller au risque, moi, je pars des risques pour aller aux nanotechnologies. Donc ça, c'est une différence. Ce n'est pas une divergence, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de désaccord, je crois, sur ce point. C'est simplement une différence importante. Alors, pourquoi? De toute façon, parce que les notions qu'expose Emmanuel, moi, je ne me les approprie pas. Puis je dis, moi, les gens de sciences humaines et sociales ou les gens de sociologie ne se les approprient pas. Ce n'est pas de leur domaine. Donc, du coup, ils vont partir des notions qu'ils peuvent s'approprier. Et c'est pourquoi la question des risques est centrale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un risque, du coup? Alors, ça mériterait un exposé en soi et pour soi. Moi, ce que j'appelle un risque, ce n'est pas une menace simplement, comme on raconte dans les cours, etc. Vous savez, un risque, c'est une menace, etc. Non, c'est plus compliqué que ça. Ce que j'appelle un thème de risque, même plus exactement, un thème public de risque, c'est le fait qu'il y a une tension, c'est-à-dire une divergence de tendance, une divergence de tendance, entre d'un côté des enjeux économiques, un calcul économique, premièrement, et deuxièmement, la mise en cause de la raison d'être d'une activité. Donc ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tout ce qui relève de la sécurité des chemins de fer, de la sécurité des avions, pour lequel d'ailleurs il n'y a pas de mise en cause dans l'état actuel des choses pour des raisons d'accidentologie, en tout cas. Donc c'est pas inintéressant. Il y a des collègues qui travaillent beaucoup sur ces questions de gestion des risques, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la fiabilité, la robustesse organisationnelle, etc. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont les questions d'entente sociale, dont Yves parlait tout à l'heure, communication au sens d'entente sociale, et du coup l'entente sociale qui se fait ou non, d'ailleurs, sur des questions qui mettent en jeu un calcul économique et de l'autre côté, un principe de protection de l'environnement et de la santé. Bon, ça, c'est connu. Je vais dire que ça émerge surtout quand même dans les années 1960-1970, quoique ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Mais c'est évidemment, par exemple, autour de la question du nucléaire que se sont focalisées pas mal de controverses, de conflits, etc. Ça s'est focalisé autour des pollutions aussi, progressivement. Ça s'est focalisé aussi autour des OGM. Et puis, les nanotechnologies apparaissent comme plus qu'un problème de plus. Je vais y revenir. Donc, sur ce point, il faut avoir en tête un point qui est, à mon avis, clé, c'est que les contestations de ce qu'on appelle aujourd'hui les risques, au sens ordinaire du terme, au sens large, les contestations des pollutions, des catastrophes, c'est concomitant de l'industrie. Donc ça démarre quasiment à la fin du XVIIIe siècle. On a déjà, les historiens ont montré que des riverains d'installations, c'était en général plutôt des notables, même que des industriels mettaient en cause l'installation de fabriques polluantes. Mais ça change beaucoup à partir des années 1960-70 essentiellement. On peut en avoir une indication avec la place du ministère de l'Environnement. Voilà, ça c'est ma diapo sur deux. Donc c'est assez simple à faire. C'est-à-dire qu'on prend le rang protocolaire du ministère, qui ne s'appelle pas toujours Environnement d'ailleurs. Il peut s'appeler ministère de la qualité de la vie, chargé de l'environnement, etc., de l'écologie, tout ce que vous voulez, qui a été créé officiellement en 1971 jusqu'à en gros 2014 ou 2015. Et on voit bien, par exemple, comment évolue ce rang protocolaire. Donc, le rang protocolaire du Premier ministre, c'est 1, et ensuite on monte on baisse dans la hiérarchie, plutôt, même si on monte sur l'ordonnée. Plus on est loin du 1, et moins bien on est placé. Évidemment, je pense que les responsables politiques se battent pour être le plus près possible du 1, sinon le 1 de temps en temps. Mais enfin, comme il n'y en a qu'un, ensuite, ils peuvent évoluer vers le 2, 3, etc. Donc il y a deux ruptures là. Je ne sais pas comment Excel, c'est moi qui l'ai mis, mais je ne sais pas comment Excel calcule la droite de tendance, mais elle n'est pas, à mon avis, déterminante, sauf pour dire qu'on voit bien que ça se rapproche du Premier ministre, on va dire, donc ça prend de plus en plus d'importance. Il y a en fait deux ruptures. Il y a une rupture en 92, quand le hasard fait que c'est Ségolène Royal qui devient ministre de l'Environnement, après avoir cherché un poste, paraît-il. Donc là, il y a une première rupture qui se fait parce que on voit qu'à partir de 1992, la place se stabilise de façon pérenne du côté du Premier ministre. Puis il y a une deuxième rupture qui se fait, c'est en 2007, quand
le président Sarkozy nomme Juppé d'abord, puis Borloo, ministre de l'Environnement avec un énorme ministère, et surtout numéro 2 du gouvernement. Voilà. Après, ça remonte un peu quand le président Hollande vient au pouvoir. Vous savez qu'il y a eu 3 ministres de l'Environnement en quasiment 12 mois ou 13 mois, et puis ça redescend avec Ségolène Royal. Qu'est-ce que ça prouve? Pas grand-chose, parce qu'il faudrait regarder le processus qui a conduit à ça, donc c'est juste une indication de tendance. Ben, ça prouve simplement que les questions d'environnement, j'associe évidemment les questions d'environnement aux questions de santé ou de santé environnementale, ont pris une importance croissante et surtout primordiale dans les débats politiques. On pourrait même dire que la question de l'environnement s'est politisée. Alors, elle s'est surtout politisée avec le programme nucléaire. Bon, on n'a pas le temps de revenir là-dessus. Je vais un peu travailler sur cette question de façon très pratique. Hein. Donc c'est manifeste que le nucléaire a été un accélérateur de cette politisation de la question environnementale. Politisation au sens où ça devient un enjeu politique, bien entendu. Ça ne l'était pas tellement, finalement, jusqu'aux années 60-70. Et même dans les années 60, c'est beaucoup plus la question de la nature que celle de l'environnement, ce qui n'est pas tout à fait pareil, quand même. La question de la conservation de la nature n'est pas exactement celle de la protection de l'environnement. On change de registre politique, comme on dit. Et surtout, ce qu'on voit beaucoup évoluer, alors là on ne peut pas le représenter sous cette forme-là, ce qu'on voit évoluer, c'est la réponse de l'État et des entreprises, la réponse de l'État et de l'industrie, qui emboîtent en quelque sorte 3 formulations de réponse. La première formulation, c'est la compensation. Bon, face aux risques et aux dégâts, comme on dit, qui sont visibles, ben, c'est la compensation, voilà, notamment notamment sur les ouvriers. Les ouvriers, pendant très longtemps, ont essayé de négocier des compensations, des indemnisations liées aux maladies professionnelles. Ils se sont battus parfois sur les questions de sécurité, mais surtout dans les mines, hein, à la fin du 19e siècle. Pardon. Enfin, c'est surtout sur la compensation que va porter l'effort. Il y a une accélération qui prend une autre forme, c'est la question de la prévention. La question de la prévention qui est manifeste dans les entreprises et sur laquelle agit beaucoup l'État en réponse à une contestation marquante et de plus en plus marquante de la raison d'être de certaines activités, c'est évident sur le nucléaire. Et puis il y a une troisième formulation de réponse qui est plus moderne, qui est plus récente, d'ailleurs d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle la précaution. Et la précaution, c'est peut-être une des caractéristiques majeures de la manière dont on peut aborder les nanotechnologies. Alors pourquoi disais-je tout à l'heure que les nanotechnologies, plutôt que les nanoparticules, du coup les nanotechnologies, c'est-à-dire comme sujet de controverse. Pourquoi est-ce que les nanotechnologies ne sont pas un sujet de plus? Alors, évidemment, c'est un problème qui s'ajoute aux autres, ça c'est incontestable, mais ce problème a une caractéristique, même par rapport à d'autres éléments qu'on connaît, pas forcément d'ailleurs environnementaux comme l'amiante, ou plutôt comme les OGM, qui ont été aussi un élément marquant de l'histoire de la thématique de l'environnement. Pourquoi est-ce que la question des nanotechnologies est un peu spécifique? Parce qu'elle a fait converger 3 types de contestations, 3 types d'interrogations qui se sont posées. Alors, les interrogations sur les questions d'environnement-santé, sur les risques environnement-santé, donc sur lesquels moi je suis plutôt, donc on va parler plutôt de ça. Mais un deuxième type d'interrogation s'est mêlé à ça, c'est les interrogations sur les transformations et la maîtrise du vivant. Peut-être avez-vous entendu parler des débats sur la question de l'homme augmenté, de l'homme renforcé, des philosophies surtout présentes aux États-Unis d'ailleurs qui s'appellent le transhumanisme et qui s'interrogent sur la possibilité de développer un être humain plus, en quelque sorte, qui n'est pas une question environnement-santé. Et il y a un troisième thème qui s'est greffé là-dessus, qui est le thème, ce qu'on appellera les libertés publiques, pour aller vite, les libertés individuelles et publiques, qui est lié en particulier à la nanoélectronique, et qui est le fait que la miniaturisation des capteurs, sur la base d'une tendance qui existait auparavant, interroge de plus en plus la protection, en quelque sorte, de l'individualité. Alors c'est important de dire ça parce que ces questions étaient relativement séparées avant les nanotechnologies. Les associations qui les portaient étaient d'ailleurs relativement séparées, et les débats sur les nanotechnologies ont fait converger ces 3 éléments-là. Donc ça a une conséquence importante parce que ça signifie par exemple que ces problèmes se mélangent et que, à supposer qu'on trouve une solution au problème de risque environnement-santé, rien ne dit que les 2 autres questions, vivant et liberté publique, ne viennent pas interférer dans les questions de risque environnement-santé. C'est pourquoi la question des nanotechnologies
tranche en quelque sorte, bifurque vis-à-vis de la tendance antérieure tout en s'y inscrivant. Alors, sur la question des nanotechnologies, une caractéristique importante dont a parlé Emmanuel, c'est la question de la définition. Pour moi, c'est une question a priori seconde, bien que ce soit un objet de recherche. Pourquoi est-ce que la question des 100 nanomètres, pourquoi est-ce que la question des 100 nanomètres s'est posée? Je ne connais pas de travaux là-dessus. Il faut aller dans le fond. On a quelques hypothèses qui ont été émises par des collègues qui sont spécialistes des matériaux et qui disent qu'en gros, à la fin des années 1990, aux États-Unis, les chercheurs sur les matériaux ont voulu reprendre la main des financements qu'ils avaient perdus au profit, entre guillemets, des collègues qui travaillaient sur les questions de vivant et de santé. Bon, moi, je ne peux pas l'étayer, parce que je n'ai pas vu de travaux là-dessus, je n'ai pas mené de travaux là-dessus. Et du coup, par exemple, la question des 100 nanomètres a été un moyen facile de convaincre l'administration américaine, qui était Clinton à l'époque, de lancer un vaste programme de bifurcation des recherches sur les matériaux. Alors ça a des effets scientifiques, ça a des effets sur les recherches. On pourrait dire aussi d'ailleurs que ça a des effets de seuil, parce que quand on va travailler comme je le fais sur le terrain, quand on mène des entretiens avec les industriels, ils vous disent finalement les 100 nanomètres, c'est pas sacré. Si j'arrive d'ailleurs à me maintenir au-dessus, bah, tant mieux, puisque la définition est plutôt sur les 100. Si je suis en dessous, bah, voilà, je suis en dessous. Bon, c'était dans l'esprit de Rocco, Mihail Rocco, qui a lancé le programme National Nano Initiative, Nanotechnology Initiative, roughly, c'est-à-dire en gros approximativement, il n'en avait pas fait une religion non plus. Mais ça a permis de centrer en quelque sorte la catégorie de nanomatériaux et par la suite de nanotechnologie sur ces questions-là. Alors, un point qui me semble important aussi, qu'on évoquera un peu plus par la suite, qui fait diverger les nanotechnologies de ce qui s'est discuté avant, je ne vais pas tellement m'étendre parce que j'en reparlerai par la suite, c'est la question de l'approche par le cycle de vie. C'est au fond l'expression de ce qu'on pourrait appeler une dynamique de la précaution. Alors, quand on regarde comment ont été traitées auparavant des questions comme l'amiante, même à la limite les questions des OGM, on n'avait pas pris en considération le problème du cycle de vie. Ici, c'est assez intéressant de voir que les débats qui ont été menés en particulier autour de 2009-2010 ont fait converger de façon un peu spontanée ou contrainte l'idée qu'on ne pouvait pas développer les questions, les nanotechnologies ou les nanomatériaux en particulier, sans avoir trouvé des éléments de solution sur l'ensemble du cycle de vie, ce qui complique sérieusement les choses, puisqu'on s'étale du coup de la conception à la destruction, au recyclage des nanomatériaux ou des nanotechnologies en général. Donc on verra par la suite où on en est sur cette question-là, mais c'est une question que moi j'ai jugée assez importante pour y consacrer un pan de mon activité de recherche. Alors évidemment, tout ça nous amènera juste après sur la question des enjeux, mais comme on l'a dit tout à l'heure, si sur ces questions d'approche en quelque sorte, soit de définition scientifique, soit d'approche par les sciences humaines et sociales ou de type sociologique, vous avez des sollicitations, il n'y a pas de problème là-dessus. Sinon, je repasse la parole. Bon, ben, du coup, je reprends la suite. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, un peu avec mon approche, c'est les questions d'interdisciplinarité, nécessité et difficulté. Alors, nécessité, parce que les thématiques que je vais vous présenter maintenant sont clairement interdisciplinaires, et les difficultés qui sont rencontrées, vous allez voir d'où elles viennent. Alors, j'ai choisi plutôt d'illustrer ça avec quelques exemples, qui sont issus de travaux réalisés en collaboration avec des collègues à la fois à Toulouse et ailleurs. Alors, concernant différents exemples, alors des interconnexions pour la nanoélectronique, des capteurs de gaz, les questions de toxicité et d'écotoxicité, des applications dans le domaine du biomédical et l'interaction plus tardive, on va dire, avec les sciences humaines et sociales avec Patrick, qui fera un peu la transition avec la suite de son intervention. Alors, concernant les interconnexions pour la nanoélectronique, ça c'est des travaux qui sont réalisés en collaboration avec le LAS, ici à Toulouse. Et pour situer globalement la problématique, en fait, l'idée est la suivante. Avec la miniaturisation, on a besoin de créer des processeurs de plus en plus petits,
ces processeurs de plus en plus petits, on va avoir des problèmes à certains moments en termes d'alimentation électrique. Et le gros problème qui va se poser surtout, c'est que les fils électriques en fait, qui servent à faire les connexions sont eux aussi de plus en plus petits. On fait passer des courants de plus en plus intenses là-dedans, la densité de courant devient très forte, et finalement on finit par avoir un problème qui est que le cuivre ne peut plus supporter des courants aussi importants. Alors ça se pose principalement à deux niveaux, au niveau de l'architecture d'un processeur. Vous avez des connexions, les processeurs maintenant c'est des objets qui sont multicouches, hein, avec une superposition de différents systèmes. Donc vous avez des connexions à la fois dans le plan et des connexions entre les plans. Et là où passent les courants les plus intenses, là où c'est le plus crucial, c'est les connexions entre les plans qui vont donc alimenter en fait toutes les couches du circuit. Donc la question qui s'était posée, ça c'est un des travaux qu'on a réalisé en collaboration avec Intel en Irlande, c'était est-ce qu'on peut remplacer le cuivre par autre chose, de manière à pouvoir continuer la miniaturisation, tout en limitant les problèmes liés à l'endommagement en fait, de ces connexions électriques du fait de la miniaturisation. Donc l'idée c'était de dire est-ce qu'on peut utiliser les nanotubes de carbone pour faire ça? Alors, les nanotubes de carbone, on n'a pas tellement parlé de leurs propriétés, mais une partie est semi-conducteur, on pourra les utiliser pour faire des composants, et une autre partie est plutôt de type métallique. Et donc, eux, par contre, ils seront très adaptés justement pour faire passer des forts courants, parce qu'on peut aller, on a quelques ordres de grandeur supérieurs au cuivre par rapport aux densités de courant qu'on peut faire passer. Donc voilà un petit peu le contexte du projet. Donc là, c'est un projet qui est vraiment à l'interface entre la chimie, la physico-chimie d'une part. Donc ma partie au Cirimat, en gros, je fabrique des nanotubes de carbone, je fais des suspensions de ces nanotubes de carbone, d'une part, et de l'autre côté, il faut arriver à réaliser des électrodes et puis venir mettre ces petits nanotubes de carbone entre deux électrodes pour faire réaliser un contact. Donc ça, c'est vraiment la partie de travail qui est réalisée en salle blanche au LAS. Et quelque part entre les deux, il faut arriver à trouver un moyen de communiquer et puis de voir comment on peut faire coexister un petit peu ces deux types d'approches de manière à résoudre le problème qu'on s'est posé. Alors, une des méthodes qu'on a choisies pour faire ça, c'est une technique qu'on a brevetée par la suite en fait. Il faut trouver un moyen de transférer des objets qui sont des nanoparticules sur un dispositif qui est plus macroscopique. Alors, la technique qu'on a mis au point pour faire ça, c'est une technique d'impression. Alors sur le principe, on retrouve Gutenberg, vraiment sur le principe de base. Qu'est-ce qu'on va faire en pratique? On va préparer une encre avec nos nanotubes de carbone, on les met dans un solvant, on rajoute un agent dispersant pour stabiliser. Cette encre, on va la pulvériser sur un timbre avec un aéro... alors comment ça s'appelle? Je le trouve en anglais mais pas en français. Un aérographe, voilà. Donc avec un petit pistolet à peinture en fait, qui sont utilisés par les gens qui font du modélisme par exemple. Donc on va utiliser cet aérographe pour venir pulvériser notre suspension de nanotubes de carbone sur notre timbre. Ensuite on va récupérer notre timbre ici, et puis on va tout simplement venir l'imprimer sur la surface qui nous intéresse. Donc le timbre est ici, on va venir l'appliquer sur la surface. Alors on chauffe un petit peu pour favoriser le décrochement des nanotubes de carbone. Et une fois que ça c'est fait, on retire le timbre et on récupère comme ça nos nanotubes de carbone imprimés à la surface de notre dispositif. Donc ce dispositif, ça peut être quelque chose de rigide, ça peut être un substrat souple, ça peut être tout un tas de choses. Et ça c'est quelque chose qu'on a breveté ensemble. Donc voilà un bel exemple en gros d'interface entre la chimie, la physico-chimie d'une part, et puis les aspects plus nanoélectroniques de l'autre côté. Alors là la discussion elle est relativement simple entre guillemets. Parce qu'entre physiciens et chimistes, on ne parle pas tout à fait la même langue, mais on a quand même un certain corps de vocabulaire commun. Donc on arrive un peu mieux à se comprendre. Ça se complique un petit peu sur la diapositive suivante, où on veut réaliser des capteurs de gaz, toujours en utilisant ces mêmes nanotubes de carbone. Donc c'est un peu le même principe. En gros, on va chercher à imprimer des motifs de nanotubes de carbone sur des substrats. Mais cette fois, on veut une sensibilité au gaz. Alors les nanotubes de carbone, ils ont le bon goût d'être très sensibles aux modifications de surface. Donc en gros, dès qu'une molécule de gaz se pose sur un nanotube de carbone, il y a une modification du signal électrique. Donc ça, c'est très bien pour faire des capteurs de gaz. Le seul problème, c'est que ce n'est pas sélectif. Donc en gros, qu'on pose de l'azote, de l'oxygène, du chlore, en gros, c'est à peu près toujours la même réponse. Donc ça pose un certain problème. Donc pour essayer de pallier à ça, l'idée du chimiste, c'est de se dire, voilà, on va faire de la chimie là-dessus, on va modifier la surface de nanotubes de carbone en faisant des réactions chimiques, et puis on va greffer des choses un peu différentes, et avec un peu de chance, en fait, on va conférer à ces différents types de nanotubes de carbone, par les fonctionnalisations qu'on va mettre dessus, une sensibilité différente à l'environnement qu'ils ont autour d'eux. Donc c'est ce qu'on a fait, et on a réussi, donc comme ça, à partir de ces nanotubes de carbone fonctionnalisés par des réactions que je ne vais pas décrire maintenant, à proposer ce genre de dispositif en fait, avec des réseaux d'électrodes sur lesquels on va venir déposer des nanotubes avec des fonctionnalisations différentes. Alors c'est vraiment le tout début là, de ces travaux-là.
Il y a une thèse qui est encore en cours sur ce sujet, mais juste en gros, je vous montre en primeur parmi les premiers résultats qu'on a obtenus. Donc là, on a testé avec ce genre de dispositif de la vapeur d'eau ou de la vapeur d'éthanol. Et en fait, avec deux types de nanotubes de carbone, des nanotubes de carbone bruts de synthèse et des nanotubes de carbone sur lesquels on a greffé des fonctions oxygénées. Et en fait, ce qu'on voit, donc là, ici, vous avez les nanotubes de carbone bruts avec de la vapeur d'eau ou de la vapeur d'éthanol. Bon, la réponse est à peu près la même, finalement. Par contre, quand on les expose, quand on utilise les nanotubes de carbone fonctionnalisés avec ces fonctions oxygénées, la réponse n'est pas du tout la même. Donc on a une certaine sélectivité par rapport au gaz qu'on va pouvoir traiter. Alors ça, évidemment, c'est assez enfantin, hein. L'idée, c'est d'aller chercher des choses un petit peu plus compliquées que ça, mais c'est vraiment pour illustrer le principe. Voilà, comme quoi, en mariant un peu la chimie et les technologies salle blanche, ben voilà, on arrive à réaliser aussi ce genre d'objet. Alors deuxième série d'exemples sur lesquels là, ça devient un petit peu plus compliqué, c'est l'interface avec la biologie. Donc moi je ne suis pas biologiste de formation, je suis chimiste, physico-chimiste, et j'ai commencé à m'intéresser à peu près en 2006-2007 aux questions de toxicité. Alors pour des raisons très simples, la première raison en fait a été un peu égoïste, c'est que j'ai manipulé les nanotubes de carbone tous les jours, et un jour je me suis dit est-ce que c'est pas dangereux pour moi? Donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à collaborer avec des collègues à l'étranger, en France, un petit peu partout. On a regardé l'interaction des nanotubes de carbone avec le système immunitaire, pour commencer, différents composants du système immunitaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a regardé l'interaction avec des cellules respiratoires. Alors pourquoi? Parce que la toxicité, la voie de contamination principale pour les nanotubes de carbone, celle pour laquelle on va le moins facilement se protéger, c'est la voie respiratoire. Donc on a commencé à travailler sur des cellules respiratoires pour ces raisons-là. Après, on a regardé des cellules de peau, des cellules veineuses, tout un tas de choses, mais bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif de ce que je veux vous dire maintenant. La deuxième partie de ça, l'interaction avec la biologie, entre guillemets, c'est l'aspect environnemental. Alors ça, c'est des choses qu'on a commencé à regarder à peu près à la même période, vers 2008. Et c'est des travaux qui sont réalisés en collaboration avec Ecolab à Toulouse, à Haussville en particulier. Et là, on a regardé l'interaction de ces nanotubes de carbone avec des modèles amphibiens en particulier, parce qu'ils sont assez représentatifs de ce qui se passe dans le compartiment aquatique. Et la plupart des polluants, quel que soit le chemin qu'ils vont suivre, vont finir, pour la grande majorité d'entre eux, dans le milieu aquatique. Donc c'était assez pertinent d'utiliser ce modèle amphibien. Alors, on y reviendra par la suite, je vous donnerai quelques exemples, quelques illustrations dans la dernière partie. Donc on a regardé un petit peu ce qui se passe dans l'eau douce, dans l'eau de mer. On a regardé aussi ce qui se passe à l'interface entre l'eau et les sédiments, parce qu'en fait les nanotubes de carbone, comme beaucoup de nanoparticules, ont tendance à sédimenter très très vite. Et donc si vous mettez ça dans l'eau, dans une rivière ou dans un lac, très rapidement en fait ils vont se retrouver au fond. Et finalement, si vous regardez ce qui se passe dans la colonne d'eau, vous n'allez peut-être rien voir parce que c'est pas là qu'ils sont. Ils sont plutôt tombés au fond. Donc on a d'autres modèles biologiques là, qui permettent d'aller regarder ce qui se passe justement à l'interface entre la colonne d'eau et le sol ou le sédiment. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qui sont très très interdisciplinaires aussi, alors avec différents, parce que moi je parle de biologie entre guillemets, mais vous avez les immunologues d'un côté, les toxicologues de l'autre, voilà. Donc c'est encore des disciplines bien séparées. Et pour tout vous dire, ces collaborations ont mis beaucoup de temps à démarrer, plusieurs années, tout simplement parce que les premières rencontres que j'ai eues avec ces collègues, je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient, et ils ne comprenaient rien à ce que je leur disais. Donc il a fallu quand même un certain temps avant qu'on arrive à trouver un vocabulaire un peu commun. Et en gros, une fois que les premières études ont commencé, j'ai commencé à apprendre à parler un peu le biologiste, j'ai pu aller en trouver d'autres, et puis on a fini comme ça petit à petit à trouver un terrain commun pour arriver à mener ces travaux. Alors, je vous donne maintenant quelques exemples en fait, d'applications qui ont été développées par ces collaborations. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très simplement, l'idée ici, c'est d'utiliser le nanotube de carbone comme un cargo pour faire passer des molécules à l'intérieur des cellules. Alors, prenons un exemple, le traitement du cancer. La plupart des molécules anticancéreuses sont très peu solubles. Et la raison pour laquelle on est obligé c'est la raison pour laquelle on est obligé d'augmenter les doses, de manière à ce qu'il y en ait au moins un petit peu qui rentre au bon endroit. Alors l'idée, c'est de se dire, le nanotube de carbone, c'est les aspects de toxicité, pour des raisons qui ne sont pas encore forcément très expliquées, ils ont tendance à rentrer assez facilement dans les cellules. Donc si on peut arriver à mettre un médicament avec le nanotube, vu qu'il va rentrer facilement dans la cellule, il va emporter le médicament avec lui, et du coup, on peut mettre des doses beaucoup plus faibles, qui vont permettre donc de diminuer les effets secondaires, par exemple. Alors c'est ce qu'on a fait ici. Alors je ne vais pas non plus donner tout le détail ici, mais en gros, on a démontré sur des cultures de cellules qu'on était capable, avec ces stratégies, de faire rentrer du matériel dans le noyau de la cellule. On est capable de faire exprimer des gènes à une cellule en utilisant le nanotube de carbone comme cargo, donc pour faire parvenir ce matériel génétique jusqu'à l'intérieur du noyau de la cellule.
Alors un autre exemple ici, ça c'est dans le domaine en gros en général du traitement du cancer toujours. Deux autres axes de travail sur lesquels auxquels on s'est intéressé. Alors un premier axe ici qui est développé en collaboration avec des collègues en Espagne. Et l'idée c'est de se dire, les nanotubes de carbone vont rentrer assez facilement dans les cellules. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont dans la cellule? Alors il peut se passer tout un tas de choses, mais ce que voulaient voir mes collègues espagnols, c'était l'interaction possible entre les nanotubes de carbone et le squelette de la cellule, ce qu'on appelle le cytosquelette. Et en fait, ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que ce cytosquelette, il sert, alors pour moi qui ne suis pas biologiste, il sert pour deux choses principales. Il sert pour la motricité de la cellule. La plupart des cellules sont capables de se déplacer, donc elles utilisent ce cytosquelette pour faire ça. Et la deuxième chose, c'est au moment de la division cellulaire. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a une forte interférence entre les nanotubes de carbone et ce cytosquelette au moment de ces deux étapes clés qui sont la division cellulaire et le déplacement. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a confusion en gros entre le matériel de la cellule, ce cytosquelette en particulier, ce qu'on appelle les microtubules, et les nanotubes de carbone. Les microtubules, elles sont bien organisées à l'intérieur de la cellule de manière à permettre le mouvement de façon contrôlée. Les nanotubes, ils sont là de façon complètement aléatoire. Et finalement, quand on a des nanotubes de carbone de façon aléatoire dans le cytoplasme de la cellule, il y a confusion entre les deux et la cellule ne sait plus trop se débrouiller. La mobilité des cellules est grandement réduite. Et on a dans certains cas, quand il y a division cellulaire, tout un tas de problèmes génétiques en fait, qui se posent au moment de la division cellulaire, voire un arrêt de la division. Voilà. Donc quelques illustrations un peu de ce genre de choses. Voilà. Alors, un autre type d'exemple, c'est une application des nanotubes de carbone en ingénierie tissulaire. Et là, l'idée, c'est de faire de la reconstruction neuronale. Alors là, c'est pareil, vraiment sur le principe. L'idée vue par un chimiste, de façon très simplifiée aussi. Vous avez une zone endommagée dans le cerveau. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va utiliser un implant qui va permettre de guider la croissance de neurones d'une région saine vers la région endommagée. Alors, l'idée pour faire ça, c'est d'utiliser des cellules souches. Le problème, c'est que si vous mettez des cellules souches dans une zone endommagée du cerveau, elles ne vont pas se développer. L'environnement n'est pas favorable et elles vont tout simplement mourir. Donc il faut commencer à les faire se développer en dehors de cette zone-là. Le problème, c'est que si vous les faites développer en dehors de la zone, elles n'ont aucune envie d'aller dans la zone endommagée. Donc c'est l'idée de l'implant. L'idée de l'implant, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va ensemencer cet implant avec des cellules souches, elles vont commencer à se développer, et en gros, elles vont suivre l'implant pour aller de la zone saine vers la zone endommagée. Donc là, ce qu'on a fait, on s'est arrêté en gros à la preuve de concept. La preuve de concept, elle est là. Là, vous avez ici des cellules neuronales qu'on a fait pousser sur des motifs de nanotubes de carbone. Et en fait, ce qu'on voit, ou qu'on ne voit pas très bien sur l'image, mais vous avez ici un neurite, donc un prolongement de ce corps cellulaire, qui est complètement guidé en fait, par la présence des motifs de nanotubes de carbone. Donc là, on mélange à la fois de la chimie, de la biologie et de la salle blanche, puisque ça, c'est fait en collaboration aussi avec le LAS. On devient vraiment très, très interdisciplinaire sur ce genre de projet. Et ce qui va faire la transition avec la suite de l'intervention de Patrick, c'est un projet qu'on est en train d'essayer de démarrer, là on est en attente de la réponse de l'appel d'offres, qui concerne en fait la réalisation de patchs pour la délivrance d'insuline électrostimulée. Alors ça, c'est une collaboration entre 3 laboratoires, l'IPBS, donc Institut de pharmacologie et de biologie structurale, le CIRIMAT et le CERTOP. Et je vais laisser à Patrick le soin d'expliquer pourquoi le CERTOP dans ce projet. Voilà, je vais partir de là, Je vais partir de là pour parler de coopération interdisciplinaire. C'est même pas interdisciplinaire, là, c'est intersciences. Enfin, il y a quand même une assez forte différence. Vous l'avez vu tout à l'heure, entre la manière dont travaille Emmanuel, éventuellement d'autres chimistes, je pense, et les biologistes, et la façon dont on travaille nous, puisque nous, on travaille beaucoup sur la base de documents bruts, certes, mais on dépasse le stade du travail sur écran pour aller faire, en gros, des entretiens. L'essentiel de l'activité, enfin, l'approche essentielle, c'est de mener les entretiens justement sur les questions de nano. Alors, 2 points pour faire la liaison. Il pourrait sembler, je vais traiter un tout petit peu de ce point, il pourrait sembler au fond que l'apport des sciences humaines et sociales serait d'aborder la question de l'acceptabilité du risque. Alors je mets une croix dessus parce que, en général, la communauté sciences humaines et sociales sur les risques, toutes disciplines confondues, est vent debout contre cette notion d'acceptabilité du risque, pour des raisons qu'on ne peut pas détailler ici, mais qui laisserait entendre au fond que les sciences humaines et sociales, ou la sociologie, ou même la psychologie en particulier, n'auraient comme seul rôle que de vérifier que les fabrications, les productions seraient socialement acceptables. D'abord, pour nous, ce n'est pas de la recherche, mais ça, en soi et pour soi, ce n'est pas gênant, parce qu'on peut toujours faire de la recherche
à partir des travaux que l'on mènerait dans ce cadre-là. Mais c'est surtout le fait que, et je pense que ça a été un de nos apports quand on a coopéré avec des collègues de physique, chimie, ça a été de dire la question principale n'est pas tellement de rendre vos activités, vos produits, vos productions acceptables, c'est plutôt de savoir dans quelle mesure vous êtes susceptible d'intégrer les questions d'environnement santé en amont même de leur réalisation, c'est-à-dire dès la conception. Et par exemple, il citait le cas du projet du consortium qui est financé par la Fondation STAE sur le vieillissement des matériaux. Les travaux qu'on mène, les coopérations qu'on mène, elles portent précisément là-dessus, c'est-à-dire en développant telle ou telle voie, comment prendre en considération le fait que le règlement REACH, vous avez peut-être entendu parler sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques, conduit petit à petit à une ligne directrice qui n'est pas de données, pas de marché, no data, no market, et qui par conséquent nécessite que l'on anticipe sur le fait que certaines substances, par exemple le chrome 6, sont sur la voie de l'abandon, dans l'aéronautique en particulier, et que par conséquent, dès lors qu'on travaille sur des substances de substitution, c'est le cas de le dire, eh bien, le devenir de ces substances soit pris en compte dès le départ. Donc le travail il se fait là-dessus. Alors on n'arrivera pas à ce que les collègues de physico-chimie ou même de biologie publient dans des revues de sociologie. Sinon, il faut se faire peut-être aussi du souci pour les collègues d'ailleurs, mais il faut se faire du souci pour la sociologie. C'est-à-dire que si un physico-chimiste est capable de publier directement dans une revue de sociologie, c'est-à-dire que la sociologie est vide. Et inversement, je ne publierai pas dans une revue de physico-chimie pour la même raison. Donc ce sont des coopérations qui portent sur des enjeux et qui ne signifient pas que les résultats de recherche en tant que tels seront complètement communs, complètement partagés, mais par contre que les défis sont communs. Voilà, je pense que c'est sur cette base-là, claire, que la coopération entre sciences et sciences humaines et sociales peut se faire. Alors, quels sont les enjeux des nanotechnologies? Bon, on ne les connaît pas. Si, on peut les imaginer, parce que si vous avez suivi le problème, dans les années 2000, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, beaucoup de promesses qui ont été engagées, qui n'ont d'ailleurs pas été forcément couronnées de succès pour des tas de raisons. Alors, bon, moi j'ai pas mal travaillé sur cette question-là. Enfin, j'ai essayé, parce que c'est pas simple, je vous dirai juste après pourquoi. J'ai essayé au moins de faire une mise en interrogation de toutes les données statistiques économiques qu'on pouvait avoir sur les nanotechnologies. Alors, je vais prendre 2 ou 3 exemples pour montrer que il y a quand même une opération, je n'oserais pas dire communication, parce que moi j'accorde beaucoup d'importance à ce concept, mais une opération de valorisation qui ne reposait sur rien. Alors, première opération, c'est les estimations économiques des marchés. Alors, ça doit être, voilà, ça. Quand on regarde, par exemple, comment ça bouge, ces choses-là, alors, la première estimation qui a été portée par Mihail Rocco dans la NNI aux États-Unis, 1999-2000, c'était de dire il y aura en 2015 1000 milliards de dollars, raisonnant en dollars, de marché pour les nanoproduits, pas forcément bien défini d'ailleurs au passage, enfin il y a 1000 milliards de dollars de nanoproduits, et puis 2 millions de travailleurs. Ensuite, on a fait beaucoup mieux, puisque des organismes de recherche, alors ici j'ai repris Lux Research, je crois, de mémoire, qui arrivent même à dépasser les 3000 milliards, mais qui entre-temps dit, bon, ramène un peu à des chiffres plus convenables, revient sur 2018 à 4300 milliards. Ça, ce sont des chiffres qui n'ont aucun fondement, strictement aucun fondement, parce qu'on pourrait les fonder en disant, bah oui, sur le terrain, on voit une expansion effrénée, un développement effréné des nanomatériaux, des nanotechnologies, etc. Alors, quand on va sur le terrain, quand on y arrive, c'est un problème. Je dirais un mot rapidement, c'est que, en fait, depuis le début des années 2010, les entreprises sont extrêmement réticentes à avoir des regards qu'on pourrait porter en leur sein. C'est-à-dire que moi, j'essaye, pourtant j'ai travaillé sur le nucléaire, industrie chimique, donc j'ai quand même une certaine expérience. J'ai toujours réussi à avoir des contacts avec les industriels, entrer dans les centrales nucléaires, c'est pas rien quand même, hein, c'est le secret défense, industrie chimique, etc. On a encore un contrat sur l'industrie chimique, on arrive à avoir des contacts avec les industriels. Sur les questions de nano, certains disent c'est l'omerta, on pourrait dire c'est opaque. Moi, je suis académiquement correct, je dis les entreprises sont réticentes à donner des informations, ce qui, du coup,
interdit qu'on puisse valider quoi que ce soit en termes de statistiques économiques au passage. Alors comment font les organismes, les cabinets de recherche, les cabinets de consultants? Ben, ils appellent les industriels, leur demandent où vous en êtes, etc. Bon, j'en ai eu des exemples puisque les industriels me le disent, puis les industriels répondent ce qu'ils veulent. Ben, soit par exemple vis-à-vis de l'actionnaire, ils sont obligés de dire que ça marche, donc ils donnent des chiffres, soit ils donnent les capacités de production, ce qui n'a rien à voir. D'autant moins que dans certains cas, les installations sont en panne, je veux dire commerciale, pas en panne technologique. Je prends un exemple, alors c'est là-dessus qu'on s'était rencontré avec Emmanuel, c'est l'atelier de nanotubes de carbone que Arkema, qui est l'ex-branche chimie de Total, a monté à l'usine de Mont, donc à côté de Lac, pas très loin de Pau. La capacité de production, c'est 400 tonnes, et l'atelier est en stand-by, faute de débouchés commerciaux. D'ailleurs, c'est l'initiateur du projet scientifique chez Arkema qui me l'a dit, il n'y a pas de débouchés commerciaux sur une nanotube de carbone en Europe, tout du moins à un niveau commercial satisfaisant. Et quand bien même l'atelier aurait marché, moi j'avais fait un calcul très simple, c'est bon, en gros c'est 100 € le kilo de nanotube, hein, on doit tourner autour de ça, pas très loin en tout cas, et 400 tonnes, bon, on multiplie tout ça et on arrivait grosso modo à ce que cet atelier représente à peu près 0,5% du chiffre d'affaires d'Arkema. Donc c'est-à-dire quelque chose finalement sinon négligeable, tout au moins en l'état actuel, quelque chose de marginal. Je discute avec un industriel d'un groupe électronique qui est lié à la défense, on va garder l'anonymat, qui me dit on sent bien qu'il y a quelque chose, mais on ne communique pas là-dessus, on sent bien qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on est loin d'avoir assuré la réalisation de toutes ces intentions. Côté nanomédicaments, on a monté, notamment avec Emmanuel et d'autres collègues du LCC, donc on a monté un séminaire sur les nanotechnologies de la médecine, et un collègue de la NSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, nous a dit il y a peut-être 10 nanomédicaments qui circulent, en tout cas qui ont eu une autorisation de mise sur le marché. Donc vous voyez qu'on est relativement loin de ce qui avait été entre guillemets annoncé dans les années 2000, et on le voit aussi du côté des emplois. Moi j'ai participé à un atelier de réflexion qui a été financé par l'ANR, je crois avec le CEA, les CNano, sur la prospective nano. Puis quand on regarde comment même certains collègues d'ailleurs, ou des industriels affichent les emplois nano, ce qui suppose qu'on sache ce que c'est d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi nano? Bonne question quand même. Hein. Ça peut être le vendeur ou la vendeuse de la raquette de tennis Babolat où il y a des nanotubes de carbone. Ça c'est un emploi nano, enfin, sauf qu'on ne sait pas s'ils en vendent ou pas. On n'a aucune idée sur la question, aucune idée sur la question. Et puis surtout, je regarde la source des statistiques. Finalement, en 2014, c'est un industriel d'ailleurs au passage, qui prenait une prévision datant de 2004 pour dire voilà les emplois nano en 2014. Voilà. Donc on sait franchement pas grand-chose. Quand on a des enquêtes de terrain, comme moi j'ai essayé de mener, le fameux atelier de nanotubes de carbone qu'Arkema a monté donc à l'usine de Mont, c'était 20 emplois. Voilà. Donc, de toute façon, pour le moment, ne tourne pas, ils font autre chose, mais c'était 20 emplois. La plus grosse unité, c'est une unité de nanodioxyde de titane qui est à Thann, en Alsace, c'est 200 emplois. C'est la plus grosse. Donc voilà qu'on est très loin des annonces qui sont faites et que du coup, les enjeux sont encore à venir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas d'enjeu? Bon, moi, j'ai beaucoup de mal à aller dans les entreprises et à travailler là-dessus. Faute d'entrée, tout ça. Enfin, c'est pas d'entrée, c'est faute d'ouverture. Et même d'ailleurs dans les organismes de recherche technologique. Les organismes publics pourtant de recherche technologique qui ne sont pas très ouverts. En tout cas, ils ne sont pas ouverts à moi, donc c'est peut-être aussi une question contingente, j'en sais rien, je suis peut-être tricard. C'est pas complètement exclu d'ailleurs. Enfin, on a beaucoup de mal à le savoir. Par contre, je pense que les enjeux sont colossaux au sens du devenir. Je pense qu'il y a une bifurcation qui s'opère, mais ça fait 3 ans que je dis ça et j'ai rien de plus qu'il y a 3 ans. Donc voilà, je dis des choses que je ne peux pas étayer par un travail fin, un travail de terrain. Je pense qu'effectivement, on sait que depuis les années 60, il y a une tendance à la désindustrialisation, en tout cas sur l'industrie telle qu'on l'a connue depuis le 19e siècle. Bon, de toute façon, il n'y a qu'à regarder à droite, à gauche, ceux qui ferment, ceux qui ne ferment pas. On voit bien que le montage, enfin l'assemblage, comme on dit, est quand même relativement bien parti, que les raffineries, quoi qu'en dise le PDG de Total récemment, vont petit à petit fermer. Ça se disait dans les couloirs de chez Total, d'ailleurs, il n'y a pas bien longtemps. Enfin, moi, je ne suis pas dans les couloirs de chez Total, mais j'ai croisé des gens qui sont dans les couloirs de chez Total. Mais bon, en gros, ça va fermer petit à petit. Bon, on voit bien que l'industrie telle qu'on l'a connue jusqu'à présent se délocalise. Bon, c'est un phénomène qu'on peut montrer, on a des statistiques là-dessus. La question, c'est quelle est la relève industrielle? Voilà. Et
Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, avec la notion de technologie générique clé, monte l'idée qu'on pourrait développer, enfin l'Europe en tout cas et la France en particulier, pourrait développer un type de technologie, un type d'industrie qui reposerait non plus sur ce qu'on appelait à l'époque le Fordisme, enfin, ça pourrait être discuté aussi, mais sur des économies d'échelle de la production de masse, mais sur des productions qui sont relativement spécialisées. Mais autant je vois ça, et du côté des nanomédicaments, le fait qu'il y en ait très peu ne veut pas dire que ça ne va pas exploser. On l'a discuté aussi dans le séminaire. Autant on pourrait dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, personne ne peut affirmer, par exemple, ce qu'il en est de l'expansion des nanotechnologies. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait commencé, ou que j'avais commencé le résumé, en disant finalement cette expansion est relativement mal connue. Et cette expansion est, pour une grande part, alors ça fait le lien avec la première partie, pour une grande part liée à la manière dont la recherche, mais les industriels aussi, pourront surmonter les questions de précaution. Ce qui nous amène évidemment, troisième partie, au problème de risque. Alors je reprends la parole. Là, ce que je vais faire, c'est essayer de donner très rapidement quelques illustrations sur les questions de toxicité. Alors la toxicité, ce n'est pas le risque en tant que tel, hein, ce serait plutôt la dangerosité, on va dire, des particules. Le risque étant le croisement de l'exposition avec le danger. En gros, s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Enfin, s'il n'y a pas d'exposition, plutôt, il n'y a pas de risque. Alors, la spécificité des nanoparticules, c'est un peu sur cette thématique-là que je voudrais me focaliser maintenant, voir un petit peu ce qui fait que les nanoparticules, finalement, sont différentes des pesticides ou d'autres substances connues depuis un peu plus longtemps. Alors, ce schéma est très compliqué, mais en fait, je veux dire une chose très très simple dessus. La question, enfin, les faits sont les suivants. Vous prenez une particule, quelle qu'elle soit, elle va avoir, en fonction de sa nature, alors que ce soit de l'argent ou du carbone, ça ne sera pas pareil, elle va avoir un certain nombre de propriétés, notamment des propriétés de surface. En fonction de ces propriétés de surface, quand vous allez la mettre dans un environnement biologique, un certain nombre de choses vont venir se coller dessus. Et ce qui va se coller dessus va dépendre de la nature de la surface de votre particule. Donc une particule de dioxyde de titane, qui est un oxyde, qui va avoir des propriétés photocatalytiques, ne va pas forcément absorber les mêmes choses qu'un nanotube de carbone. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que votre nanoparticule est mise dans un environnement biologique, mettons du sang par exemple, vous avez donc tout un tas de protéines, alors pas forcément les mêmes du coup, qui vont venir se coller sur cette particule. Et cette particule, en fait, en gros, elle acquiert une nouvelle identité, ce que je représentais ici de façon un peu schématique. Votre particule, elle est camouflée. Elle se retrouve avec une nouvelle surface, et finalement, ce que voient les cellules, ce n'est plus la particule, c'est ce qui est collé dessus, parce que l'interaction, elle se fait avec la surface. Donc il y a une difficulté là déjà qui est liée au fait que comment dire, la connaissance de la particule que vous avez au départ ne suffit pas à déterminer finalement la façon dont cette particule va circuler dans l'environnement qui vous concerne et essayer d'imaginer les effets qu'elle va pouvoir avoir. Parce que justement, il y a cet effet de chimie de surface qui va être modifié de façon très rapide. Évidemment, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans du sang ou si vous êtes dans de l'eau de rivière, ce n'est pas les mêmes choses qui vont venir se coller dessus. Et donc, la modification de l'interaction ne sera pas la même. Alors, une petite illustration de ça, avec un exemple très très simple ici. On prend une particule qui peut être n'importe quoi, mettons que c'est une nanoparticule d'argent. Enfin non, c'est un mauvais exemple, ça, parce que voilà, ça me permet de rebondir sur autre chose, qui est la question de la solubilité. Alors c'est un peu ce qui va faire la différence aussi entre un certain nombre de nanoparticules et les substances solubles comme les pesticides que je citais en exemple. La plupart, mais pas toutes, c'est aussi la difficulté, la plupart de ces nanoparticules vont être insolubles. Vous prenez un certain nombre d'oxydes, en fait, vont pas pouvoir se dissoudre dans les milieux biologiques. Les nanotubes de carbone, ils ne vont pas se dissoudre non plus. Vous prenez d'autres particules comme des particules de métaux, en particulier l'argent, par contre, lui, il va pouvoir se dissoudre progressivement. Donc on va changer de problématique. En fait, vous allez avoir au départ une exposition à quelque chose qui est sous forme de nanoparticules et qui progressivement va se dissoudre sous forme ionique. Donc vous allez passer de l'insoluble au soluble. Et éventuellement, ce qui peut se passer, alors pour reprendre le cas de l'argent, vous avez une nanoparticule d'argent. Si vous faites une expérience de contrôle, voilà, vous avez d'un côté des cellules qui sont les mêmes. D'un côté, vous les mettez en contact avec des nanoparticules d'argent. De l'autre côté, vous les mettez en contact avec une solution d'un sel d'argent. Dans le cas des nanoparticules d'argent, en fait, vous allez observer une toxicité parce que la nanoparticule en fait, n'est pas reconnue spécifiquement par la cellule et elle va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et une fois que cette nanoparticule se retrouve dans la cellule, elle va commencer à se dissoudre et relarguer de l'argent. Et l'argent est toxique pour la cellule. Donc là, vous observez la toxicité.
Dans le cas d'une exposition directe à l'argent, à des concentrations raisonnables évidemment, mais sous forme soluble, en fait la cellule est capable de reconnaître ces ions argent. Et il y a tout un tas de mécanismes de protection qui vont se mettre en place, et cet argent sous forme d'ion argent ne va pas pénétrer dans la cellule, et à la même concentration, en fait, en quantité, ne va pas provoquer de toxicité. Donc c'est la même particule. À la fin, ce qui est toxique, c'est quand même l'ion argent. Dans le cas de la nanoparticule, finalement, l'ion peut être libéré directement dans la cellule, alors que dans le cas d'une exposition directe à l'ion argent, vous n'observez pas de toxicité si la dose reste raisonnable. Alors je termine cet aparté pour revenir un peu à ces histoires de chimie de surface et de la façon dont ça va moduler l'interaction entre les nanoparticules et l'environnement. Alors là l'environnement, c'est l'être humain, mais ça pourrait être, ça peut se généraliser à beaucoup d'autres choses. Donc on prend une particule quelconque. Si vous l'injectez par voie sanguine, très rapidement, alors très rapidement c'est instantané en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez les protéines du plasma qui vont venir se coller sur cette particule. Elles vont réaliser une sorte de marquage de cette particule, et une fois que cette particule est ainsi marquée par ces protéines du plasma, ce qui va se passer très rapidement, dans les quelques minutes, c'est qu'en fait vos particules elles vont se retrouver dans le foie et dans les reins. Elles ne restent pas dans la circulation, elles sont identifiées comme particules étrangères, et elles sont sorties de la circulation. Alors si vous voulez faire un nanomédicament, vous n'avez pas intérêt à ce que très rapidement votre médicament se retrouve dans le foie ou dans les reins, sauf si vous voulez traiter le cancer du foie, mais ce n'est pas le cas général. Donc ce que vous allez faire, vous allez camoufler la particule, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc un exemple, c'est de venir ajouter des petites molécules de polymère. Vous allez recouvrir votre surface de la particule avec ce polymère. Donc là, en l'occurrence, c'est souvent des polyéthylène glycols qui sont utilisés. Et si vous réinjectez de la même façon ces particules dans la circulation sanguine, en fait, le temps de circulation va être énormément augmenté pour une raison très simple, c'est que ces protéines du plasma, elles ne peuvent plus venir se coller sur la particule. La surface est déjà occupée par le polymère qu'on a rajouté, ces protéines ne peuvent pas se coller dessus, le système ne les reconnaît pas et donc elles circulent. Mais c'est la même particule. Alors après, le but ultime de tout ça, c'est finalement d'aller vectoriser, c'est-à-dire que nos particules, on ne veut pas qu'elles circulent indéfiniment dans le sang, on veut qu'elles aillent dans un organe. Alors j'ai donné l'exemple du cerveau, c'est un des plus compliqués en fait, mais bon, pour dire que même pour le cerveau c'est possible, on va à la surface de la particule mettre un anticorps par exemple, ou quelque chose qui va vraiment aller cibler une partie bien précise de l'organisme. Et dans ce cas-là, au fur et à mesure que ça circule, à chaque fois que ça passe à côté de la cible, ça va rester un peu collé. Et au final, l'essentiel de votre produit, de vos nanoparticules, se retrouve au niveau de la cible. Donc c'est toujours la même particule, mais en fonction de ce qu'on a fait à la surface, elle va circuler de façon complètement différente dans le corps humain. Ça sera la même chose au niveau de l'environnement, d'une rivière ou d'un sol. Voilà, on peut imaginer le même genre de choses. Alors je vais passer maintenant à quelques illustrations, en particulier sur l'aspect impact environnemental. Parce que ça, c'est quelque chose qui est réalisé vraiment en forte collaboration avec les collègues d'Ecolab, ici. Alors, pourquoi s'intéresser à l'impact environnemental des nanotubes de carbone? Patrick l'a un petit peu introduit. Alors, il ne l'a pas introduit tout à fait dans le bon sens, en disant que finalement, effectivement, il y a une unité de production qui annonce 400 tonnes par an, pas très loin de chez nous. En réalité, qu'est-ce qu'elle produit? On ne sait pas trop, certainement pas grand-chose. Toujours est-il que on commence quand même à trouver dans le commerce un certain nombre d'objets qui contiennent des nanotubes de carbone. Alors a priori, ils ne sont pas fabriqués par Arkema, mais ils sont fabriqués par d'autres partenaires, peut-être principalement en Asie d'ailleurs. Donc j'ai montré quelques exemples ici. Vous en avez dans pas mal de batteries de téléphone portable, donc il est possible que vous en ayez dans la vôtre. On trouve, alors ça je ne sais pas depuis combien de temps, mais j'ai vu ça à la FNAC il y a quelques semaines, des casques audio avec des membranes qui sont faites en nanotubes de carbone. C'est JVC qui fait ça, donc ça existe. Dans l'industrie automobile, alors vous avez dans des pare-chocs de voitures par exemple, donc actuellement chez Nissan, vous avez le X-Trail qui a le pare-choc arrière qui contient des nanotubes de carbone. C'est écrit sur le site. Donc voilà, alors il y a quelques années aussi, on en avait parlé un peu à l'époque, une équipe du Tour de France avait roulé avec des vélos dont les cadres étaient renforcés, qui contenaient au moins des nanotubes de carbone. Donc pour dire que voilà, on en trouve quand même dans tout un tas d'équipements commerciaux et que vous pouvez acheter aujourd'hui si vous voulez. Alors ça, c'était pour représenter l'augmentation de la capacité. Alors c'est la capacité de production, c'est pas la production. Patrick a bien fait la nuance. Alors ça, c'est pareil, c'est des estimations qui datent de 2011 jusqu'en 2016. Donc entre-temps, ce qui s'est passé, peut-être je peux le dire. En Europe, il y avait 3 acteurs principaux pour les nanotubes de carbone. Arkema en France, avec une capacité annoncée de 400 tonnes par an. Nanocil en Belgique, avec une capacité annoncée de 400 tonnes par an. Et Bayer en Allemagne, avec 400 tonnes par an aussi. L'année dernière, ou il y a 2 ans, Bayer a grand bruit annoncé l'arrêt de la production de nanotubes de carbone. En disant exactement ce que Patrick a dit, pas de débouché, on arrête en Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en font pas ailleurs, mais en tout cas en Europe, donc maintenant il y a un acteur de moins. Donc je pense que si on faisait la correction de la courbe de progression de capacité de production, en fait il faudrait la revoir. Mais de façon assez amusante, j'ai pas trouvé de courbe tellement plus récente. Bon, bref.
Tout ça pour dire qu'entre la production de ces nanotubes de carbone et l'utilisation dans différents produits commerciaux, à un moment ou à un autre, et ça Patrick en a parlé aussi, on s'intéresse au cycle de vie de ces objets, et à un moment ou à un autre, ils vont arriver en fin de vie, ces objets. Soit ils vont s'user en cours d'utilisation, alors on peut imaginer des articles de sport qui viendraient s'user parce qu'on les frotte, etc. On parlait d'inclusion dans les pneumatiques à une époque, ça reste un peu sujet à polémique, mais il semble que ça se fasse quand même, notamment dans des véhicules de Formule 1. Donc des pneumatiques qui contiendraient, je pense qu'ils contiennent, on peut le dire maintenant, des nanotubes de carbone. Donc ça, au fur et à mesure que le véhicule roule, vous en relarguez un peu partout. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'opportunités, en gros, pour venir contaminer l'environnement avec ces nanotubes de carbone. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, on va se focaliser sur le milieu aquatique, qui est là où, dans la plupart des cas, finalement, les polluants vont venir se concentrer. Alors, le modèle sur lequel on travaille, qui est un modèle amphibien qui a été développé chez Ecolab, en particulier le Xenop. Et ce modèle, il a le bon goût d'être très sensible à la qualité du milieu aquatique. Alors comment ça se passe en fait? Ecolab dispose d'un élevage, alors en particulier de cette espèce-là, qui est le Xenop, c'est un crapaud d'Afrique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'une fertilisation in vivo, on va produire des larves. Et une fois que ces larves ont atteint le bon stade de développement, on va pouvoir commencer l'essai. Alors là, vous avez les petits aquariums dans lesquels sont élevées les larves jusqu'à ce qu'elles atteignent le bon stade de développement adapté pour démarrer le test. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le test en question est un test normalisé ISO, donc on est obligé de il est réalisé dans des conditions bien clarifiées, bien contrôlées. Alors comment se déroule ce test? Comme dans la plupart des tests en biologie, vous avez besoin de contrôle. Donc il y a un contrôle négatif. Le contrôle négatif, ça va être simplement de l'eau normale dans laquelle vous allez mettre les animaux. Il y a un contrôle positif aussi parce qu'en fait, ce test, il va regarder différentes choses, mais c'est à la base un test de génotoxicité. Alors, la génotoxicité, je ne vais pas passer trop de temps à décrire ça, mais le gros intérêt de faire un test de génotoxicité, c'est que souvent les tests, qu'ils soient réalisés sur des cellules ou sur des animaux, sont réalisés sur des durées assez courtes. Si vous avez un effet immédiat de toxicité, vous allez le voir sur cette durée relativement courte. Si maintenant les problèmes que vous pouvez obtenir, qui peuvent être liés à l'interaction avec ces nanoparticules, sont plutôt des effets génétiques, donc voilà, ça peut aller jusqu'au cancer par exemple, ou ce genre de choses, malformations génétiques, voilà. Ça, c'est des effets que vous n'allez pas voir en quelques heures ou en quelques jours. Alors par contre, il y a des tests qui existent qui vont permettre de mettre en évidence des altérations de l'ADN. Alors, réparables, irréparables. Le test qu'on regarde ici, c'est un test qui met en évidence des altérations irréparables de l'ADN. Bon, on va y revenir par la suite. Donc, ce qu'on fait, on a donc... Alors, du coup, je parlais de ça pour expliquer mon contrôle positif. On a un milieu, en fait, dans lequel on va rajouter une molécule qui, à coup sûr, déclenche ces effets génotoxiques. Ça pour s'assurer que dans les conditions dans lesquelles on a réalisé l'expérience, on est capable de voir cette génotoxicité. Parce que si on ne la voit pas dans le contrôle positif, ce n'est pas la peine de tirer une conclusion sur l'interaction avec les nanotubes de carbone ou une autre particule. Et ensuite, on a une gamme de concentrations de nanotubes de carbone, donc différentes concentrations. Alors, vous avez une illustration ici, avec, bon, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail des concentrations utilisées. Comment ça se passe? Pendant 12 jours, chaque jour, on va exposer ces petites larves d'amphibiens que vous voyez ici dans des cristallisoires qui contiennent donc une certaine concentration de nanotubes de carbone. Et chaque jour, on renouvelle le milieu, on refait ça pendant 12 jours. Et au bout de 12 jours, on va regarder en particulier la toxicité aiguë qui va se traduire sous forme de mortalité, si jamais il y en a, et de modification de retard de croissance en particulier de ces larves. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est à la fin du test, au bout des 12 jours, on va faire une petite prise de sang et on va aller regarder les globules rouges. Les globules rouges du Xenop, ils ont un noyau, contrairement aux nôtres. Et en fait, si vous avez un problème génétique grave, qui serait ici une altération vraiment grave de l'ADN, au moment de la division cellulaire, une partie du matériel génétique ne va pas savoir où se retrouver, entre guillemets, entre les deux cellules filles. Et il va se retrouver sous forme de ce qu'on appelle des micro-noyaux. Donc là, vous avez ici une cellule de globules rouges de Xenop, avec un noyau normal. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une cellule à micro-noyau. Vous avez un noyau ici, le noyau principal, et ici un petit amas de chromatine, donc un petit bout de matériel génétique, qui finalement s'est perdu dans la division cellulaire. Ça, c'est un peu embêtant, parce que normalement, il avait un rôle à jouer, et là, il ne le joue plus, parce qu'il n'est pas au bon endroit. Donc ça, c'est une preuve irréfutable d'une altération irréparable à l'ADN. Et c'est ce qu'on va regarder au niveau du test qui est réalisé ici. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, les premiers essais qu'on avait faits, on les avait faits sur cette espèce qui s'appelle l'axolote, qui est une autre espèce d'amphibien, qui vit plutôt dans des lacs de montagne en Amérique du Sud, pardon. Et en fait, ce petit animal, c'est vraiment les premiers essais qu'on a réalisés à cette époque, donc c'était en 2006-2007.
il devait y avoir 1 ou 2 articles au niveau international sur l'écotoxicité des nanotubes de carbone. Et je pense que le deuxième, c'était moi, en collaboration avec des collègues à Hong Kong, donc il n'y avait pas vraiment grand monde, personne d'autre. Et en fait, on n'avait pas trop d'idée de la gamme de concentration de nanotubes qu'il fallait utiliser. Donc on a fait quelque chose d'un petit peu complètement ahurissant maintenant, mais on est monté jusqu'à des concentrations telles qu'en gros, cette petite bête, elle est restée pendant 12 jours dans le noir, tellement il y avait du nanotube de carbone. Et à l'issue de ces 12 jours, il ne s'est rien passé, pas de mortalité, rien du tout, pas de retard de croissance. Donc on s'est dit, bon, on va essayer un modèle qui est un peu plus sensible. C'est là qu'on est passé sur le Xenop. Et avec le Xenop, on a observé des choses relativement différentes. À partir d'une concentration qui est de 10 mg par litre, alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais on va y revenir après, on commence à observer des retards de croissance. Donc il n'y a pas de mortalité, mais les animaux sont plus petits que les contrôles. Donc il s'est passé quelque chose quand même. Du coup, on a regardé les effets génétiques. Au niveau génétique, on ne voit rien. Donc, il n'y a pas, au niveau micronoyau, c'est comme sur les contrôles négatifs, on n'observe pas de réponse génotoxique. Donc, on a bien une toxicité qui s'exprime sous forme de retard de croissance. Ce qu'il faut dire sur cette valeur de 10 mg par litre, c'est que quand les nanotubes de carbone sont bien dispersés dans l'eau à cette concentration-là, vous ne voyez pas à travers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on voit des effets à des concentrations qui ne sont pas réalistes au niveau environnemental. Alors, sauf peut-être en situation accidentelle, si vraiment à un endroit, dans un milieu fermé, on avait une grande quantité de nanotubes de carbone qui étaient libérés. Mais, a priori, on ne peut pas imaginer avoir 10 mg par litre de nanotubes dans une eau de rivière. Voilà. Donc, ce que ça veut dire pour l'instant, c'est que ça donne une alerte, mais ce n'est pas un signal d'alarme très important. Alors, petite question qu'on peut se poser, là je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais juste donner quelques illustrations, c'est en fait, que deviennent ces nanotubes une fois qu'ils sont en contact avec ces larves de Xenop? En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez différentes voies d'exposition. Alors là, vous avez essentiellement la tête de la larve. Ça, c'est l'animal contrôle, donc pas exposé au nanotube. Et ça, c'est après exposition au nanotube. Vous en retrouvez dans l'intestin et vous en retrouvez dans les branchies. Donc 2 voies d'exposition, voie respiratoire et puis par ingestion. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, voie par ingestion, on s'est dit on va les regarder au niveau de l'intestin. Est-ce que ces nanotubes peuvent passer la barrière intestinale? Est-ce qu'ils vont pouvoir se retrouver dans le sang? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, ce que vous avez, ça se voit assez mal, mais il va falloir me croire sur parole. Vous avez une coupe, en fait, ce qu'on appelle une coupe histologique de l'intestin. Dans laquelle vous voyez à la fois le canal central de l'intestin et puis la paroi intestinale avec toutes les villosités ici. Et ce qu'on a regardé, on a utilisé une technique qui s'appelle la spectroscopie Raman. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une technique qui vous permet de détecter les nanotubes de carbone. Et ce que vous voyez, c'est que quand vous êtes dans le canal de l'intestin, vous avez du signal, qu'on voit ici, on mesure quelque chose. Et la paroi intestinale, en gros, elle est schématisée ici par cette ligne en tireté rouge. Dès que vous arrivez au niveau de la barrière, le signal tombe à non détectable. Donc à la suite de ça, on s'est dit, non, les nanotubes, finalement, ils ne peuvent pas passer la barrière intestinale. Donc qu'est-ce qui leur arrive? En fait, ils sont excrétés. Alors on le voit très bien sur certaines images. Là, vous le voyez ici, ils viennent se mêler aux excréments des xénopes, et ça fait des sortes de filins. Donc ça, c'est une concentration assez élevée en nanotubes. Donc finalement, il y a circulation, ces nanotubes, ils rentrent, ils sortent. Alors pourquoi est-ce qu'on a des effets? Pourquoi est-ce qu'on voit des retards de croissance? Plusieurs explications, mais qui a priori sont plutôt ce qu'on appellerait des effets mécaniques. Ce n'est pas une toxicité vraiment directe du nanotube de carbone, ce n'est pas parce qu'il rentre dans les cellules qu'il va les tuer, ce genre de choses. C'est plutôt en fait parce que vous avez l'intestin qui est plein de nanotubes de carbone, donc ça perturbe la digestion. Vous en avez dans les branchies, ça doit perturber la respiration. Donc un animal qui ne respire pas bien et qui ne mange pas bien, il est plus petit que les autres. Voilà. Donc l'état général des connaissances par rapport à ça, en gros, c'est ça. On observe bien des effets à des concentrations qui ne sont pas réalistes au niveau environnemental. Et ces effets, pour l'instant, on ne les explique pas vraiment par quelque chose qui soit intrinsèque au nanotube de carbone. Mais en gros, si on leur faisait manger du sable à des concentrations importantes, on aurait peut-être le même genre de phénomène, pour caricaturer un petit peu. Alors, pour un petit exemple que je vous donne rapidement aussi, parce que là, c'est les travaux de recherche actuels, on est en train de travailler dans le cadre d'un gros projet européen qui s'appelle le projet Graphène, Flagship Graphène. On est en train de travailler donc sur la toxicité ou l'écotoxicité comparée du graphène avec les nanotubes de carbone et d'autres types de particules. Donc ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de comparer différents types de nanocarbone, on va dire. Alors, le graphène, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Vous connaissez tous le graphite. Le graphite, en fait, c'est un empilement de feuillets de graphène, et ces feuillets sont composés uniquement d'hexagones. C'est les hexagones de carbone. Voilà. Donc que des doubles liaisons carbone-carbone. Donc vous prenez un de ces feuillets tout seul, c'est ce qu'on appelle du graphène. Donc là, on est en train de comparer, alors vous voyez ici en microscopie électronique à transmission, le graphène, donc on devine ces petits feuillets ici. Là, vous avez des nanodiamants, et là, vous avez du noir de carbone. Alors le noir de carbone, c'est très utilisé dans les pneumatiques, dans les encres, dans tout un tas de choses, comme pigment, c'est souvent utilisé comme pigment noir. Et ce que je vais vous montrer en fait comme illustration avec cette planche, c'est simplement une question que les gens ne se posent pas beaucoup, qui est quelle unité est-ce qu'on utilise pour exprimer notre toxicité?
Pour les substances solubles, ce n'est pas compliqué, on va utiliser la concentration. On va dire vous avez tant de milligrammes par litre. En fait, c'est l'unité que j'ai utilisée tout à l'heure. Avec les nanotubes de carbone ou les substances qui ne sont pas solubles, ça pose un problème parce qu'en réalité, ce n'est pas homogène. Enfin, vos particules ne sont pas dissoutes dans le milieu. Et en fait, si vous n'utilisez pas un agent dispersant ou si vous arrêtez de mélanger, les particules vont tomber au fond. Donc la concentration, ça n'a pas de sens parce qu'à certains endroits, c'est 0 et à d'autres, c'est infini. Voilà. Donc on ne peut pas tellement utiliser ça. Alors, en pratique, c'est quand même l'utilisation la plus pratique. Donc c'est pour ça que tout le monde utilise ça, mais elle n'est pas très pertinente. Donc d'autres utilisations plus pertinentes seraient par exemple le nombre de particules par millilitre, plutôt que la masse, ou la surface qui est exprimée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous montre simplement que en fait, pour ces différents nanocarbones, en fonction de la façon dont on exprime les résultats, en milligrammes par litre, en nombre de particules par litre ou en mètres carrés par litre, ben on peut complètement modifier les résultats. Et on peut tirer des conclusions complètement opposées. Voilà. Donc ça, c'est aussi une problématique. Ça va au-delà des questions de définition, mais c'est des questions de pratique de mesure et de pratique scientifique, hein, presque, qui font que, ben voilà, à la fin, en fonction de l'unité qu'on va utiliser, ben on peut dire tout ou son contraire. Alors pour terminer pour ma partie, finalement, qu'est-ce qu'on sait sur la toxicité de ces nanotubes de carbone ou des nanoparticules en général? Alors, plutôt sur les nanotubes de carbone, hein, parce que c'est quand même plutôt plus ma spécialité. Bah, souvent, la toxicité, elle se manifeste à des doses qui ne sont pas réalistes, que ce soit au niveau cellulaire ou au niveau environnemental. Je dis, on voit des choses, mais il faut monter à des concentrations qu'on ne peut pas imaginer observer en réalité. Les mécanismes qu'on observe ou qu'on essaie d'observer dépendent de la nature de la particule, mais aussi de son histoire. Alors son histoire, c'est en gros par où est-ce qu'elle est passée. Est-ce qu'elle a été respirée? Est-ce qu'elle a été ingérée? Ce n'est pas les mêmes choses qui vont recouvrir la surface, et donc son devenir par la suite ne sera pas le même. Un gros problème, c'est l'impossibilité de généraliser les résultats, même pour un type de nanoparticule donné. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse à la question « les nanotubes de carbone sont-ils toxiques ?» Les nanotubes de carbone avec tel type de cellule dans telle concentration, oui, je peux vous dire si c'est toxique ou pas. Mais je ne peux pas répondre à la question générale, est-ce que tous les nanotubes de carbone sont toxiques? On n'en a pas parlé, mais il y a plein de types de nanotubes de carbone, il y a plein de types de chimie de surface, il y a plein d'histoires possibles pour ces nanotubes, et donc on ne peut absolument pas généraliser les conclusions. On a des gros problèmes de difficultés, enfin des difficultés de caractérisation de ces nanoparticules dans les milieux biologiques. On a parlé de l'intestin tout à l'heure, c'est un milieu particulièrement difficile, hein, vous avez tout un tas de choses qui sont mélangées là-dedans. Les particules carbonées en particulier, elles n'ont pas beaucoup de contraste en microscopie électronique, donc on a du mal à les voir, on a du mal à les localiser, on a du mal à les compter, voilà, tout un tas de difficultés pratiques. Au niveau pratique aussi, ce qui se passe, c'est que la plupart des applications dont je vous ai parlé, c'est des applications dans lesquelles finalement ces particules sont dans une matrice, et souvent c'est des matériaux composites. Donc ça veut dire que finalement, en pratique, vous n'êtes probablement pas très exposé à ces particules, parce qu'elles sont dans une matrice polymère, et sauf à vraiment à les gratter, à les frotter dessus, en fait, même dans ce cas de figure, finalement, ce à quoi vous allez être exposé, c'est des nanoparticules enrobées de polymère. Et là encore, du coup, la surface n'est pas la même, ce n'est pas la nanoparticule nue, et donc on peut encore plus difficilement extrapoler la toxicité. Et puis après, une question plus générale, c'est en gros, quid de la fin de vie des nanoproduits? Actuellement, il n'y a pas de réglementation. Donc vos produits, vos écouteurs à membrane de nanotubes de carbone, le jour où ils ne vous plaisent plus, vous les mettez à la poubelle et ils partent avec les déchets classiques. Donc il n'y a pas de filière qui concerne les nanoparticules. Donc ça, c'est aussi une question sur laquelle je pense qu'il faudra se pencher sérieusement dans l'avenir. C'est discuté, mais actuellement, il y a... Donc ça relève d'un travail de terrain sur le tas, comme on dit, qui consistait à voir comment se développaient des processus sociaux sur les questions de risque liées aux nanotechnologies. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les entreprises sont réticentes, hein, c'est académiquement correct de dire ça comme ça. Donc je n'ai pas pu vraiment rentrer dans les entreprises, en particulier sur les grosses entreprises nano, donc celle dont je parlais tout à l'heure, qui m'a opposé une fin gentille d'ailleurs de non-recevoir, mais à l'arrivée c'est pareil. Donc celle sur le nanodioxyde de titane. Bon, comment vous faites, puisque ça fait 30-40 ans que vous en produisez, c'est pas tout à fait nouveau. Bon, comment vous faites, comment ça a bougé, etc. Bon, comme j'ai pas d'accès aux entreprises, j'ai contourné le problème en me posant la question de savoir comment l'État approchait la question des risques. Donc, comment les services de l'État, au plus près du terrain, parce que finalement, à un moment donné, c'est quand même ça le plus intéressant, comment les services de l'État approchent cette question-là, et en particulier approchent la question du cycle de vie. Donc pour aller directement aux résultats, j'ai travaillé sur 3 types d'administration, santé, environnement et travail. Voilà. Donc je vais aller assez vite sur les 2 dernières, administration de l'environnement, la DREAL, administration de la santé, ce qu'on appelle les ARS, les agences régionales de santé, et il ne s'y passe rien sur les questions de nanotechnologie.
Donc je prends des rendez-vous, je téléphone, etc. Il ne s'y passe rien. Pourquoi? Pour être remonté jusqu'au ministère de l'Environnement, la réponse est à peu près celle-là, enfin c'est même exactement celle-là. Pour le moment, nous n'avons pas de message clair et structuré en région. C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous êtes capable, police des installations classées, d'aller mener des inspections sur les nanos? Non. Voilà. Non, d'autant plus qu'il y a une difficulté de localisation des nanos. Ça, c'est ce que rencontre l'administration du travail, qui est un peu plus dynamique sur les questions de nanos, parce qu'elle sort de la question de l'amiante. Et comme vous le savez peut-être, même si ce n'est pas tout à fait pareil, la question de l'amiante a été un des éléments, notamment sur les nanotubes de carbone d'ailleurs, qui a agité un peu la vie sociale, puisque d'abord on n'en est pas complètement sorti, et deuxièmement il y avait l'idée qu'il y avait un effet fibre, quoique ce qu'a dit Emmanuel, c'est pas vraiment un effet fibre, hein, c'est un effet surface, c'est pas tout à fait pareil. Bon, en tout cas on ne peut pas assimiler les fibres d'amiante et les nanotubes de carbone, donc il y a un peu plus d'agitation du côté de l'administration du travail, mais très peu. Alors c'est surtout les médecins inspecteurs du travail, plutôt que des inspecteurs du travail. Et encore, en France, moi j'en ai identifié 5 sur l'ensemble des régions. Et avec une difficulté, c'est une difficulté de localisation. En gros, quand vous passez des entretiens avec eux, elles, en général, c'est souvent des femmes d'ailleurs, vous leur dites, mais où sont les nanos? Écoutez, on ne sait pas et du coup, on ne peut rien faire. Alors, pourquoi? C'est assez curieux parce qu'il y a un inventaire des nanosubstances qui a été lancé, auquel vous avez peut-être répondu si vous êtes sur les nanos d'ailleurs, qui a été lancé par l'ANSES, donc l'Agence Environnement Santé. Et CNRS y a répondu d'une seule voix, donc a fait une réponse collective. Donc c'est Damien Moncoq à Orléans qui avait centralisé toutes les réponses. Bon, du côté des industries, l'inventaire est confidentiel. Donc on n'a pas d'accès. D'ailleurs, la doctorante que nous avons en commun, Emmanuel et moi, qui travaille précisément sur la construction de cet inventaire, les enjeux, etc., a pris contact avec des fédérations d'employeurs, et les fédérations d'employeurs, une en tout cas, lui a répondu la chose suivante: les raisons pour lesquelles c'est confidentiel sont confidentielles. Donc, du coup, on ne peut plus avancer. Voilà. Donc on est obligé de contourner. Du côté du travail, la médecine du travail, ce n'est pas une administration, mais la médecine du travail est peu mobilisée. Peu mobilisée pour des raisons qui tiennent notamment à la complexité du sujet, à la difficulté d'identifier sur ce qu'on appelle les fiches de données sécurité qui circulent dans les entreprises sur les substances chimiques, si c'est nano ou pas. Et donc, en fait, en l'état actuel des choses, il y a clairement un décalage, je vais vite parce qu'il est tard, hein, il y a clairement un décalage entre l'agitation qu'on peut voir, l'agitation institutionnelle, notamment au niveau européen, ou même au niveau des administrations ministérielles, ça bouge un peu quand même, du côté des organismes de type OCDE, ISO, etc., et les contrôles de terrain pour lesquels, en l'état actuel des choses, je me suis arrêté à juin 14, mais enfin ça n'a pas beaucoup bougé depuis, en l'état actuel des choses, finalement, on ne parvient pas à avoir des données très précises. Donc en gros, si on avait une conclusion à tirer, enfin de mon côté, en fait, il y a un décalage assez important entre la spécificité des nanomatériaux, on va prendre cet exemple-là, je n'ai pas travaillé sur la nanoélectronique d'ailleurs, mais entre la spécificité des nanomatériaux, qui requerrait en théorie des démarches spécifiques, particulières, et au fond une sorte de banalisation, une sorte de standardisation qui, par exemple, m'a été exposée par une agence de médecine, un service de médecine du travail qui m'a dit « mais nous, on traite les salariés exposés aux nanos comme tous les autres salariés ». Donc en gros, en l'état actuel des choses, évidemment, on est dans des domaines qui sont très évolutifs, puisque nous, ce qu'on observe, ce sont les tendances, donc les tendances peuvent bouger. Mais en l'état actuel des choses, que ce soit en termes de gestion des risques par les entreprises, des organismes comme les CHSCT n'ont aucune prise sur les questions de nano. Moi, j'en ai discuté notamment avec des représentants syndicaux, n'ont aucune prise sur les questions de nano, ne savent même pas s'il y en a ou pas. Parfois même, d'ailleurs, le patron de la TPE ou de la PME ne le sait pas non plus. Par exemple, dans certains cas, des petites entreprises de peinture ne savent pas vraiment s'il y en a ou pas. C'est une réalité. Donc il y a cette dimension qui, en gros, fait qu'on a une difficulté à localiser, situer en quelque sorte les nanos. Et puis le fait qu'au fond, en termes d'engagement ministériel, en termes d'engagement par l'État, le compromis s'est fait sur 2 points. Le compromis s'est fait sur la création d'un inventaire sans qu'on puisse, par exemple, s'en servir. Même pas l'administration du travail n'a pas accès aux données, même pas l'administration du travail.
il n'y a que l'administration de l'environnement, mais qui n'a pas de message structuré. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc on est face à cette difficulté sur laquelle bon, on a publié un rapport, enfin, Emmanuel en a fait une petite partie, bon, qui éventuellement peut vous intéresser, donc qui est disponible. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà tard, on a été un peu long. Donc si jamais il y a des questions.